Excellent après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France Maghreb 2, la France suffoque et nous sommes là. Merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h, la chaleur à son maximum. Comme chaque jour de 16h à 18h, la possibilité de débattre avec nous en nous appelant évidemment le standard à votre disposition 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, évidemment en direct avec nous pour évoquer plein de sujets aujourd'hui. Voici le programme pour ce jeudi, nous sommes le 16 juin. Le zapping tout à l'heure en fin d'émission, bien sûr. Invité politique aujourd'hui, Mohamed Lakila, on sera dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il fait partie de la majorité présidentielle et il est candidat face à un candidat Rassemblement National. On sera avec lui tout à l'heure. Un sondage IFOP selon lequel les Français valideraient le programme de la NUPES. Je vous le passerai en détail et on en débattra évidemment ensemble. Et puis pour commencer notre premier débat, la communication présidentielle Emmanuel Macron depuis son tarmac à Orly, puis également en Roumanie, en profite pour tacler Mélenchon. Macron en fait-il trop ? C'est la question que l'on se posera et c'est ce premier débat qui nous fera démarrer cette émission en direct sur France Maghreb de l'ULGF. Le Grand Forum, Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et bienvenue à vous encore une fois sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour m'accompagner en plateau Monsieur Kader Chiban, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Bonjour mon Kader. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Très bien. Très très bien. Chaudement mais ça va. Bon, avec nous aussi notre militant associatif mais pas que, Nasser Lagili, notre ami Nasser Lagili est avec nous. Comment ça va mon Nasser ? Ça va très bien, je te remercie Christophe. Et il est avec nous depuis le Doubs, du côté de Montbéliard, ou à côté en tout cas, Ismaël Boujakada. Comment ça va Ismaël ? Salut tout le monde, ça va et vous ? Ça va très bien. Quel temps fait-il à Montbéliard ? Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, très bien. Bah, comme ici d'ailleurs à Paris, t'imagines que c'était très 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 étouffant. Bon, soyez les bienvenus messieurs, on va débattre ensemble, une bonne émission par avance et on va commencer par la communication présidentielle d'Emmanuel Macron. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Ce matin, le chef de l'État est encore rattrapé par son duel avec Jean-Luc Mélenchon, qui l'accuse. Trump était spécialiste de ça. Avant de monter dans l'avion, il insultait tout le monde et puis il montait dans l'avion. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump, notamment face à un mauvais résultat électoral. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Pourquoi ? La réalité est même plus profonde que ce qui se passe sur les législatives. La réalité, c'est que le projet que porte Emmanuel Macron est aujourd'hui minoritaire dans le pays. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité. Ça ne trompe plus personne. Ce zigzag permanent, ce en même temps ne trompe clairement plus personne. Puis cette mise en scène là au pied de l'avion, ça ressemble à rien. C'est une forme de sauve qui peut. Ça ressemble quand même à un sauve qui peut, hein, cette déclaration. C'est du genre vite au pied de mon avion. Ça ressemble à un sauve qui peut. Mais aujourd'hui, il en est responsable. Voilà, vous avez entendu Xavier Bertrand, Rachida Dati, également monsieur de la France Insoumise, comment il s'appelle ? Mélenchon. Ruffin. Ah oui, Mélenchon, bien sûr. Ruffin. Alors, c'est vrai que cette mise en scène au pied du tarmac à Orly, ça a très mal été perçu, évidemment, par l'opposition. La communication présidentielle, on est en pleine campagne du deuxième tour. Macron se barre en Roumanie, Moldavie, puis il est à Kiev aujourd'hui avec son homologue allemand et italien aussi. Ils ont rencontré Zelensky. Alors c'est passé à Kiev, non pas ailleurs, mais c'est à Kiev. Donc ils sont partis rencontrer
en train. Ils sont arrivés de la frontière polonaise, donc leur homologue Zelensky, avec des mots forts de Macron d'ailleurs ce matin, parlant de crimes de guerre, de massacres, de torture. La Russie, ou plutôt l'agresseur, devra en répondre devant des juridictions. Enfin, les mots étaient très forts. Que penser de cette communication présidentielle, Kader Chiban? Oui, je pense Macron, il rejoue ce qui s'est joué, vous vous rappelez, avant le premier tour. C'était tout le monde derrière lui, un peu le chef de guerre. Et là, c'est assez dangereux, ce à quoi il joue, parce qu'il veut gagner les législatives dimanche. C'est un coup de communication. Ça, il pourra tourner autour du pot. Franchement, à 48 heures de la fin de la campagne, il va saturer l'espace médiatique aujourd'hui et demain. Oui, avec sa visite en Ukraine. Voilà, parce que jusqu'à présent, c'est Mélenchon qui occupait le terrain, qui faisait campagne. Il s'est rendu compte de ne pas faire campagne, ça posait un problème. Il n'a pas beaucoup d'arguments pour affronter Mélenchon et la NUP, finalement. Il n'a pas beaucoup d'arguments à présenter aux Français. Son programme, on le connaît peu. Donc, il essaie de sortir cette pirouette sur l'international. En se disant, je vais m'en sortir comme ça, je vais essayer d'avoir une majorité. Mais je ne sais pas ce qu'il aura comme majorité ce dimanche, si c'est relatif ou pas. Moi, j'espère qu'il n'aura pas cette majorité. Mais je ne le vois pas tenir pendant 5 ans. Pas comme ça qu'on fait de la politique. Il fait que des coups actuellement. Macron. Il fait des coups. La communication d'Emmanuel Macron dans cette campagne du deuxième tour là. Qu'est-ce qu'on doit en tenir? Je ne sais pas, aucune idée. Je pense qu'il essaye de faire du Trump. Je pense réellement qu'il essaye de faire du Trump parce qu'il sait qu'il est en difficulté. Il sait que dimanche, il pourrait y avoir une surprise et que la gauche, et qu'il soit dans l'obligation de faire une cohabitation avec une majorité de gauche, si bien évidemment les quartiers populaires, si les quartiers populaires se mobilisent. Alors, il faut juste rappeler, Nasser, que ce déplacement a été prévu de longue date. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas dimanche que ça s'est décidé. Mais il savait bien que durant cette semaine-là, il y avait l'entre-deux tours de législative. Il pensait peut-être que ça allait passer comme une lettre à la poste, quoi. C'est déplacé en même temps. C'est déplacé ce qu'il a fait. Parce que je considère que quand on a un gouvernement qui n'est pas encore stable, parce qu'on ne sait pas qui va être majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui on décide de partir en voyage alors même que le Premier ministre qui sera élu par le peuple et non pas par le président actuel, ça fait un peu bizarre. Mais bon, on verra ce que ça va donner dimanche. Et j'espère tout simplement qu'il y ait un retournement de situation. Parce que je pense qu'il avait trop... il était un peu trop serein, peut-être. Peut-être un peu trop serein, je pense réellement. Est-ce qu'il en fait trop, Emmanuel Macron, Ismaël? Fais-toi plaisir, Isma. Comme d'habitude. Non, mais clairement, on commence à être habitué aux petites sorties d'Emmanuel Macron. Ça commence à en devenir proprement ridicule. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il a raison. Il a raison parce que sa stratégie à 2 balles, elle semble fonctionner quand même depuis les élections présidentielles. Donc il nous a montré qu'on pouvait faire campagne sans faire campagne. Et puis là, quelque part, on se rend compte que pour tenter de battre la nouvelle Union populaire, Emmanuel Macron a besoin de mettre sa petite casquette de chef de guerre. Donc grand bien lui fasse. Nous, on se bat à gauche pour celles et ceux, en tous les cas, qui sont face à lui. On se rend compte que Jean-Luc Mélenchon se bat en tant que militant de gauche, en tant que chef de majorité, quand lui est totalement incapable, tout simplement, d'être serein, d'être totalement convaincu du fait que dimanche soir, il sortira gagnant des élections. Mais aujourd'hui, le scénario le plus probable qui se dessine, c'est tout simplement qu'il va devoir composer avec les opportunistes républicains pour essayer d'avoir une petite majorité bien frileuse. Donc en tous les cas, on voit qu'Emmanuel Macron est extrêmement fébrile, et donc c'est très certainement une bonne nouvelle. Moi, j'en profite pour dire la jeune génération qui peut éventuellement nous écouter. Quand je dis jeune génération, ça va jusque 35 ans, parce que je rappelle quand même que... c'est gentil, donc moi je fais partie des vieux, merci Ismaël. Allez, on va dire très jeune génération pour toi, Christophe. Merci. Donc 18-24 ans, il y a 69% des électeurs qui n'ont pas voté. C'est terrible. Et 71% pour les 25-35 ans. Donc à un moment donné, celles et ceux qui ont placé en tête Emmanuel Macron, ce sont les retraités, plus de 60 ans, mais il me semble que tu n'es pas encore dans cette case, Christophe. Non, ça va aller. Et donc j'appelle, moi, les électeurs, les actifs, à se bouger et à aller voter massivement
contre Emmanuel Macron. C'est terrible ce que dit Ismaël Kader, parce que les chiffres sont là. On s'aperçoit finalement que les 18-25 ans, enfin les 18-30 ans, allez, on va élargir, ont la clé de cette élection. Oui, et pour autant, ils ne se bougent pas. Disons qu'on a un système à bout de souffle. Et d'une certaine manière, je les comprends, même si je les invite, comme Ismaël, à aller voter. Regardez bien, il nous faut 4 dimanches pour savoir qui va nous diriger. 4 dimanches, 4 fois. C'est incompréhensible pour les gens. Ils se sont dit à la présidentielle, après législative. Regardez les pays autour de nous, européens, les grands pays, l'Angleterre, l'Allemagne. En un dimanche, un vote, ils ont tout réglé. Il est à bout de souffle, notre système. Si on arrivait à concentrer le tout sur un scrutin, on pourrait avoir un taux de participation bien plus important. Et c'est difficile d'expliquer à des jeunes. C'est difficile de leur dire t'es venu pendant les 2 tours, reviens 3e fois et 4e fois. Je vais vous donner un exemple simple. Dans ma circonscription, regardez, pour moi, c'est surréaliste. C'est où? À Saint-Denis. Ouais. Il y a le député sortant, il fait 62%. Alors, on dit il n'y a pas assez de votants. Stéphane Peu. Stéphane Peu. Écoutez bien. Quelle couleur? Communiste. PC. D'accord. Mais c'est l'exemple qui est intéressant. En Marche, la candidate du président, elle fait 9%. Et il y a un deuxième tour. Au nom de quoi il y a un deuxième tour? Pourquoi il y aura un deuxième tour? Même si abstention ou pas. Quelle légitimité a une personne qui a fait 9% à une élection? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un système, il est à bout de souffle. Quelqu'un qui fait 62, l'autre en fait 9. Elle va se rétamer. Oui, elle va se rétamer. Mais qui va venir voter? Les gens vont pas venir, ça va être pire. On va être dans les bureaux de vote à attendre. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Le système est devenu tellement compliqué que pour des jeunes, je comprends que c'est compliqué, mais il faut qu'ils viennent quand même. Il faut qu'ils viennent voter. J'espère qu'on changera ce système électoral. Nasser, ça a donné quoi chez toi? Dis-moi, à Gennevilliers. 61, 62%, si je me trompe pas. Non, 54%, désolé. Mais il y a un deuxième tour quand même. Il y a un deuxième tour avec Elsa la Faucillon. candidate Elsa Faucillon, Qui représente la NUPES. Exactement. Communiste. Et elle sera face à En Marche. En Marche. Qui a fait 20%. 20% quand même. Ouais, mais bon, la droite, elle n'existe plus. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est le grand perdant de cette élection, la droite, les LR. Les LR, ils sont absents. Ouais. Ils sont absents. C'est le début de la fin. Mais c'est le cycle qu'il y a eu avec le Parti Socialiste. On est en train de faire exactement la même chose avec les Républicains. Nasser, Ismaël l'a bien montré. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont la clé de cette élection. Ah oui, tout à fait. Ah mais ça, sans aucune hésitation, bien évidemment. Si la jeunesse parce que les personnes âgées vont voter, eux. Hein. Ah mais les jeunes, de toute façon, les personnes âgées, ils ont toujours voté, ils ont toujours été présents, comme d'ailleurs les fachos. J'appelle ça les fachos, ceux qui votent pour le RN. Aujourd'hui, ont toujours répondu présent quand il fallait voter pour leur candidat. Et nous, dans les quartiers populaires, on a un vrai problème d'abstention, mais il faut comprendre aussi. Il faut le comprendre. C'est que quand on entend la politique et surtout l'environnement dans lequel on vit. Dans ce pays actuellement avec la politique de Macron et avec les promesses non tenues, etc., ça permet aussi à des jeunes de se dire finalement, est-ce que c'est utile d'aller voter alors qu'ils y avaient cru parce que ces personnes-là se sont déplacées pour les présidentielles et ils se disent à quoi bon aller voter si demain c'est Macron qui est président actuel. Donc voilà, pour eux. Voilà. Après, je le comprends, je le comprends parce qu'il y a eu des déceptions un peu partout. Mais en même temps, tous les partis politiques ont tenu le même discours quand ils étaient au pouvoir. C'est triste à dire. Il fait un coup quand même, Emmanuel Macron, en se rendant en Ukraine, là, maintenant. Oui, mais c'est de la communication que les gens ne supportent. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes plus âgées. Voilà, et qui, en temps de guerre, préfèrent donner leur confiance au chef. Voilà. Christophe, il veut siphonner l'électorat de droite. Mais c'est ça. Regarde les deuxièmes tours. Je sais pas si tu as vu le deuxième tour, je regardais un peu. Il se dit, pour battre la NUPES, finalement, c'est la droite. C'est bien, au moins ça a le mérite d'être clair pour ceux qui n'avaient pas compris. Il se dit, hop, à chaque fois, il faut que je prenne les voix de LR, l'extrême droite. Je siphonne pour battre le candidat de gauche. Ils considèrent, c'est vrai dans certaines circonscriptions, qu'ils ont fait le plein de leurs voix. C'est-à-dire que tous les NUPES qui ne sont pas à 38, 40, ils auront du mal à gagner, ceux qui sont au coude à coude. Je le fais grosso modo parce que ça dépend des circonscriptions. Donc son pari, c'est de dire je vais prendre la droite. Et même si je n'ai pas la majorité absolue, je ferai une alliance avec la droite. C'est sa seule possibilité. Donc au moins ça clarifie les enjeux, gauche, droite. On en revient à la gauche-droite, même avec toutes les déceptions. Comme avec les républicains et les démocrates. Ismaël, c'est un coup que fait Macron là, en se rendant en Ukraine maintenant, en s'adressant finalement à son électorat. Oui, c'est un coup. Puis deux choses l'une. Moi, ce que je remarque, c'est qu'Elisabeth Borne, même si elle est en capacité d'être élue, pour l'instant ne l'est pas. Et partant de ce principe, je trouve ça profondément irrespectueux pour le chef de l'État que de partir alors même, et ça rejoint un peu ce que disait Nasser tout à l'heure, qu'on n'est absolument pas fixé sur la composition du gouvernement, puisque aussi d'un point de vue juridique, le président de la République n'a pas le droit
d'être à l'étranger quand son Premier ministre y est également. Là, vous allez me dire, elle est sur place, mais pour l'instant, l'élection n'étant pas faite et son siège étant éjectable, on ne sait jamais, on peut imaginer un sursaut populaire dans le meilleur des mondes, et puis une première ministre qui serait virée. Donc déjà, je trouve que c'est assez particulier. Maintenant, oui, il est parti pour essayer de rassurer un certain électorat, pour rappeler qu'il faut cette fameuse stabilité qu'on nous vend. Ben moi, je suis désolé, je me sens plus en sécurité avec quelqu'un de gauche qui se positionne comme étant non aligné et qui serait un interlocuteur véritablement neutre par rapport aux Russes et par rapport à l'Ukraine, plutôt que d'un Emmanuel Macron qui est à la fois juge et parti en étant membre de l'organisation qui est l'ennemi juré de Vladimir Poutine, à savoir l'OTAN. Donc je trouve ça assez particulier. Il a eu des mots forts d'ailleurs ce matin, Kader, Emmanuel Macron, lors de son arrivée à Kiev. Ce matin, ils ont été visiter évidemment des villes bombardées. Puis après, ils sont allés au palais à Kiev, rencontrer Zelensky, qui s'est pas déplacé lui, d'ailleurs, qui attendait donc Scholz, qui attendait Draghi, donc les quatre qui étaient présents pour les recevoir. Et il a parlé de crimes de guerre en Ukraine. Voilà, des mots forts en s'en prenant à la Russie. Mon cher Kader, est-ce que c'est... est-ce que c'est d'aventure? En même temps, lui qui avait dit attention aux Ukrainiens, attention à ne pas humilier la Russie. C'est-à-dire que on est beaucoup à penser, s'il veut être médiateur, s'il veut que la guerre s'arrête, et ce qu'on souhaite tous, c'est pas ces mots-là qu'il faut tenir à ce moment-là. Une guerre, c'est jamais propre, bien sûr qu'on le sait. Mais on attendait de sa part qu'il joue le diplomate, il est à la tête de l'Europe, c'est la France à la présidence de l'Europe. J'aurais aimé qu'il aille en Ukraine et ensuite qu'il aille en Russie. Qu'il fasse le pont, qu'il essaye de trouver des solutions. Mais là, il joue la carte électorale. Il joue la carte électorale. Que Poutine veuille le recevoir, en fait. Eh bien, il essaye. Il faut essayer. Moi, je pense qu'on n'a rien à perdre à essayer de faire la paix, à trouver des ponts, à essayer de calmer le jeu. C'est le rôle d'un pays qui n'est pas en guerre. La France, elle n'est pas en guerre. Voilà, pas en guerre. Et le problème qu'on a là, c'est qu'il joue à fond. Le chef de guerre, ça a été dit tout à l'heure, il joue la législative. C'est dangereux. Il utilise ce conflit armé pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il a peur de ne pas l'avoir. Et il risque de ne pas l'avoir, ça serait très bien qu'il ne l'ait pas en plus. Bon, allez, on continue d'en parler avec vous. 01 40 33 9000. J'aimerais bien entendre des abstentionnistes nous dire qu'ils vont aller voter ce dimanche. Et pourquoi d'ailleurs? Ou alors des abstentionnistes qui décident de rester abstentionnistes. Appelez-nous 01 40 33 9000. Vous avez la parole, c'est gratuit les amis. Venez, on vous attend. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Nasser Lajili, avec Ismaël Boudjekada, avec Kader Chiban et avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000. On s'intéresse à la stratégie, la communication présidentielle d'Emmanuel Macron. En fait-il trop avec évidemment son discours de un peu moi, soit moi, soit le chaos. C'est un peu ça que ça ressemble, le discours qu'il a prononcé sur le tarmac à Orly. Il a remis un couvert en Roumanie alors que d'usage... on essaie d'éviter de parler de politique intérieure quand on est à l'extérieur du pays. En tout cas, c'est ce qu'il avait voulu lui faire. Et en ne voulant pas répondre parfois à des questions de journalistes en disant « on est à l'extérieur du pays et donc je ne réponds pas », là, il l'a fait. Il est à Kiev aujourd'hui. Et la question aujourd'hui que l'on se pose, va-t-il y avoir davantage d'abstentionnistes lors du second tour est-ce qu'avec l'abstention qu'il risque d'avoir, est-ce que ça ne va pas profiter finalement encore une fois à Emmanuel Macron? Méziane est avec nous. Salut Méziane. Oui, salut Christophe et salut aux invités. Salut Méziane. Salut à vous. Bon. Écoutez, moi je viens de prendre l'antenne en cours là. Ouais. On parle de Macron qui est en Ukraine et en Moldavie, et en Roumanie. Je crois que c'est beaucoup de cinéma. Il n'a aucun pouvoir, ni pour négocier, ni parce qu'il est assujetti au capitalisme mondial, avec en tête l'Amérique, voire Israël. Je pense qu'il n'arrivera jamais à résoudre, quelle que soit la volonté qu'il peut mettre, du fait de son idéologie capitaliste. Et il y a un problème d'ego entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et je crois que le seul médiateur raisonnable et peut-être valable d'un point de vue diplomatique et de l'histoire de la politique en général, avec une grande expérience, c'est Mélenchon. Ouais.
Bon, donc, ça vous je appartient. crois que là, il fait beaucoup de machin. Il le sait très bien lui-même qu'il peut rien. Et que, comme tu disais, comme vous le disiez tous, en fait, c'est électoral. C'est vis-à-vis de son électorat ou de certains gens qui sont encore indécis, en disant, c'est un grand homme d'État, et ainsi de suite. Il n'a pas l'envergure, ni la possibilité de négocier, non pas qu'il n'a pas l'intelligence, parce que c'est quand même quelqu'un d'intelligent, mais d'un point de vue de sa formation idéologique, ou son esprit de capitaliste, il est assujetti à la finance américaine, voire anglaise, et à partir de là, on est dans un bras de fer impossible, et la seule personne qui pourra avoir l'oreille de Poutine... Oui, on a bien compris, c'est Mélenchon. Ce sera Mélenchon, oui. Et moi, je vous demande à tous de voter Mélenchon. Très bien, merci Méziane. 0,140. Ils vont croire qu'on est unanime ici sur cette radio. Non, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un plateau excessivement de NUPES, de gauche, faut le dire. Voilà. On assume. Voilà. On assume aussi. Oui. On par contre, j'ai vu passer un truc qui est assez impressionnant, Ismaël. D'usage, on veut que l'opposition, le parti opposant, obtienne la commission de finances à l'Assemblée nationale. Ferrand menace en disant non, la NUP ne l'aura pas. J'ai pas vu ça, ouais. Oui. Mais alors, pour le coup, pareil, moi j'ai pas vu l'information, mais pour le coup, ça m'étonnerait même pas, vous savez, mais ça à croire qu'ils cachent quelque chose, parce que ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'ils avaient aucun problème pour le donner aux Républicains quand ils étaient le groupe d'opposition majoritaire, et aujourd'hui, donc sous prétexte que on est d'accord sur rien avec la nouvelle Union populaire, on ne lui garantirait pas les mêmes droits. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que ces gens-là osent ensuite appeler au Front républicain lorsqu'ils se retrouvent face à la nouvelle Union populaire, alors même que leur attitude, de par ces petites sorties profondément scandaleuses, est totalement, pour le coup, anti-républicaine. Donc moi, j'appelle Monsieur Ferrand à se calmer et je lui dis, comme Gérald Darmanin, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc qu'il attende que les élections passent, et puis ensuite, il n'aura pas le choix que de travailler avec, je l'espère, cette majorité de gauche. Mais ça prouve, Christophe, un manque de sérénité énorme de dire ça, là, quelques jours, alors qu'il y a quelques semaines, il courait après les voix des insoumis, les voix des écologistes, le retournement de situation, c'est qu'ils sont très fébriles. Pour faire cette déclaration-là, il faut être fébrile quand même. Alors, il y a 61 circonscriptions où la NUPES se retrouve face au Rassemblement National. On en parlait d'ailleurs hier. C'est les consignes de vote de la Macronie. Elles sont terribles parce qu'elles ne sont pas claires du tout. Il y a une petite minorité qui appelle à voter NUPES, le Front républicain. D'autres qui appellent à dire pas une seule voix pour l'extrême droite. Et d'autres, et la majorité, se disent soit voter blanc ou le nini, quoi. Et là, ça devient gravissime parce qu'on reprochait, vous vous en souvenez, à Jean-Luc Mélenchon en 2017 de ne pas avoir eu justement une position claire concernant le deuxième tour. Il s'est largement rattrapé d'ailleurs en 2022 en répétant à 3 reprises pas une seule voix pour l'extrême droite. Et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a été très clair encore une fois sur RTL cette semaine en rappelant que pas une seule voix à l'extrême droite dans les circonscriptions où il y a le Rassemblement National face à Ensemble. Là aussi, ça pose problème, Nasser, sur les consignes de vote de certains candidats de la Macronie. Mais c'est grave. C'est grave et ça montre leur fébrilité. Ça montre qu'aujourd'hui, la gauche fait peur à la majorité actuelle. Et c'est surtout ceux qui aujourd'hui nous donnaient des leçons de moralité sur la question de la position de Mélenchon ou de la gauche, de certains qui sont de gauche et qui disaient « moi, j'irai pas voter au deuxième tour parce que voilà, je considère que la politique de Macron n'est pas à mon goût et aujourd'hui, on a l'extrême droite, j'ai pas envie de rejouer le même jeu qu'il y a 5 ans. » Mais voilà, là, ça montre et ça prouve que ces politiques aujourd'hui qui faisaient la leçon de moralité ne sont pas capables d'avoir des positions claires. De mettre la NUPS au même niveau que le RN, ça prouve que ces gens-là n'ont honte de rien. Jean-Michel Blanquer, par exemple, est un illustre exemple. Mais c'est un scandale. Bien sûr. Il est sorti dès le premier tour et est parti faire un recours parce qu'il n'acceptait pas cette défaite. Ouais. Donc, de toute façon, je ne sais pas si elle va être retenue, son recours va être retenu, mais dans tous les cas, ça prouve et ça montre les mauvais perdants en face. Ouais. Quand on a une population aujourd'hui qui en a marre de cette politique, même si parfois on se dit oui, mais on a réélu Emmanuel Macron, bon, on a vu toute la communication, toute la tambouille politique qu'il y a pu y avoir pendant ces élections. Et malheureusement, à ce moment-là, la gauche était complètement divisée. Aujourd'hui, elle a réussi à se rassembler et s'unir.
malgré qu'il y ait des difficultés, malgré qu'il y ait eu certains hold-up, comme dans certaines circonscriptions, et exemple de Hasdin Taibi, qui était le vice-président de l'Union populaire. Donc ça, effectivement, c'est des questions qu'il faudra beaucoup travailler après ces élections. Et j'espère tout simplement que la gauche pourra avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour mettre en place le programme de l'avenir en commun, et plutôt le programme qui a été mis en place avec l'ensemble des organisations politiques de gauche. Très intéressant ce que tu dis, et j'ai envie d'interpeller Ismaël, pour le coup, sur ce que dit Nasser, sur justement les différentes problématiques autour des investitures de la gauche. Est-ce que finalement la gauche ne peut pas s'en prendre qu'à elle-même si elle en est là, et surtout si elle n'obtient pas cette majorité, est-ce que c'est pas en partie je dis bien, de sa faute? Moi, je pense que si. Bon, de toute façon, il faut regarder le verre à moitié plein aussi. C'est que, voilà, il y a un accord, il est historique. Ça faisait plusieurs décennies que la gauche est en incapacité de pouvoir se réunir sous une bannière commune. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que si on prend l'exemple du Front populaire en 1936, effectivement, les forces de gauche s'étaient réunies face à une urgence sociale sans précédent, et s'étaient réunis dans le but justement de mener des combats communs. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même un problème avec cette union de la gauche, c'est que la base même de l'accord, ça n'a pas été en soi un programme qui pour moi est passé au second plan totalement, même si on reste grosso modo sur le programme initial de l'Union populaire, mais ça a été de chercher à préserver, ça a été un petit peu la carotte pour faire avancer l'âne, et chercher à faire perdurer des groupes pour les différentes familles politiques qui étaient râlées pâquerettes, à commencer par les socialistes et par les communistes. Donc à un moment donné, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur fondamentale. Ça a été de ne pas protéger l'intégralité de ces soldats qui se sont mouillés véritablement pour faire en sorte qu'ils puissent l'emporter. Il a permis à des gens qui sont responsables de sa défaite au premier tour à 400 000 voix près, à commencer donc par M. Roussel, par Mme Hidalgo, de pouvoir rejoindre plutôt cette union de la gauche qui, pour moi, par circonscription, est plutôt comparable à une union des opportunistes. Et je le dis avec d'autant plus de déception que je suis un grand soutien de la nouvelle Union populaire, mais je pense que ça n'est pas rendre service à l'Union populaire que de fermer les yeux sur ces dysfonctionnements. Et puis, on ne va pas se mentir, un mariage qui est négocié en une semaine, il a peu de chances de durer. Ouais. Kader, tu partages un petit peu ce constat qui est fait par Ismaël et par beaucoup aussi de sympathisants de gauche. Première chose, il fallait un accord. Face à Macron, il fallait faire un accord. Alors, dans la douleur... Oui, mais un accord à quel prix? Non, mais j'arrive. Que ça soit toujours les mêmes qui payent, ça c'est anormal. Et ça vaut pour tous les partis politiques. Il faut que chacun fasse le ménage chez soi. Et nous, on le fera après, parce que là, on est en campagne, on veut gagner, et c'est normal, on veut une majorité. Mais que ça soit toujours les mêmes, ceux de la diversité, issus des quartiers, bon, vous connaissez un peu vous voyez de qui je parle, qui soient recalés, et ça vaut pour tous les partis politiques, hein. Ça ne vaut pas que pour la France Insoumise. C'est pour ça, moi, oui, mais bon, pour un parti qui parle en particulier aux gens des quartiers, etc., et ensuite de leur cracher à la gueule parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un peu violent quand même. Mais je suis entièrement d'accord. Je dis c'est un classique, ça a toujours été comme ça. La gauche, elle porte des valeurs, et quand il s'agit d'incarner de la diversité, elle ne l'incarne pas. Ça, c'est un vrai problème. Bah oui. Mais moi, je ne veux pas que dimanche, on perturbe le scrutin. Il faudra régler ça ensuite, il faudra tirer les conséquences. Et chacun doit prendre ses responsabilités. C'est anormal ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu ici et là des gens... Prenons le cas de Tahar Bouaf. Je ne le connais pas. Je n'ai pas ni d'amitié, ni je suis contre lui. Mais comment on a réglé son compte en quelques jours? Aucun autre candidat qui sera appelé Michel, Daniel, n'aurait été comme ça, abattu aussi rapidement. Et encore une fois, je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé ou pas. Mais cette rapidité-là, ça n'a lieu que pour des gens qui nous ressemblent. Voilà. Il y a un 2 poids 2 mesures. Ça, il faut le dire clairement. Il faut l'afficher clairement. Il faudra que les uns les autres, on se batte à l'intérieur d'un parti politique. J'allais dire pour plus que ça se renouvelle. Malheureusement, ça se renouvelle depuis bien longtemps. Bah non, c'est un peu l'ADN malheureusement de certains partis de gauche. Mais il faut se battre contre. Je suis d'accord. Ouais. On est minoritaire, mais je suis assez d'accord sur cette position. C'est inacceptable. Inacceptable. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va nous sortir les 2-3 qui sont élus comme toujours.
L'arabe qui cache la forêt. Non, ça, c'est plus possible, ça. C'est plus possible, ça. C'est une des explications, Ismaël, sur ce que vient de dire Kader, là, sur le fait, par exemple, qu'on a réglé le cas de Tahabou Hafs en 2 temps, 3 mouvements. Et ça aurait peut-être pas été le cas s'il s'appelait Michel. Franchement, on peut en arriver là ou pas? Je vais pas rentrer dans un discours vif de ça, mais pour le coup, il a totalement raison. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie d'appeler à l'avenir à la jurisprudence Johnny Depp. C'est-à-dire que pour le coup, aujourd'hui, dès que vous êtes accusé par une femme notamment, et pas que, automatiquement, il y a ce tribunal populaire, et je risque de ne pas plaire sur ces propos-là, mais qui vous juge avant l'heure, et sous la pression, on est là en train de vous foutre dehors, sans même que vous n'ayez été jugé coupable par la justice. Moi, ce que je dis, c'est que systématiquement, aujourd'hui, effectivement, il faut libérer, dans le cas... Donc, que ce soit dans l'affaire Tahabou Hafs ou d'autres, il faut effectivement libérer, non pas la parole des femmes, mais bien la parole des victimes. Mais libérer et sacraliser la parole des victimes, ça ne doit pas se faire aux dépens de la sacralisation de la présomption d'innocence. Et l'affaire, justement, Johnny Depp nous l'a prouvé, puisque, une fois encore, il est accusé, et derrière, son accusatrice est condamnée pour diffamation. Donc moi, j'estime que quand on voit que La République En Marche nous met en place des candidats qui ont été condamnés pour violence conjugale, qu'on représente sans aucun problème, on a Monsieur Guérini, le porte-parole de Renaissance, qui vient nous expliquer sur un plateau qu'il connaît l'individu en question et qu'il ne l'imagine pas capable de pouvoir faire ceci ou cela et que de fait il lui renouvelle sa confiance. Sauf que là, le problème, c'est que la justice était passée. La réalité, c'est que quand on s'appelle Ismaël, Nasser ou peu importe, désolé, je prends les premiers exemples qui me viennent en tête, eh ben, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à cette espèce de présomption d'innocence qui ne serait valable que pour certains. Bon. Et donc, je trouve ça dramatique. Dans un instant, un sondage IFOP, messieurs, a été fait sur le programme de la NUPES. Et à en croire ce sondage, les Français valident le programme de la NUPES. Je vous donne le détail dans un instant, on en reparle tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le thé de l'amitié, les amis. Merci d'être avec nous en direct. Et oui, c'est l'heure du thé en même temps. Même s'il fait chaud, il n'y a pas de bon temps pour boire du thé. Le thé, c'est important, le thé, ça hydrate, tu sais. Oui. D'ailleurs, au Sahara, là où il fait très très chaud, ils boivent le thé. Exactement. C'est ça, on est d'accord. Exactement. C'est pas le coca qui va couper la soif. Ça, c'est sûr. C'est pas le coca. On entend couler, vous me donnez envie, là. C'est pour venir sur le plateau. C'est pour attirer sur le plateau. C'est ça. Et Nasser, il sait faire pour ça. Bon, alors les amis, il faut qu'on parle d'un truc. Alors il faut juste que je retrouve mon petit sondage là que j'ai vu passer hier et que j'avais envie d'échanger avec vous. C'est un sondage IFOP qui, selon donc ce sondage, valide le programme de la NUPES. En tout cas, les Français interrogés ont répondu. Alors, hop, voilà, je l'ai retrouvé. Mon petit sondage, il est là. Et je vais vous donner, on va en parler ensemble si vous le voulez bien. Alors, par exemple, 89% sont favorables au blocage des prix. Voilà, déjà première chose, blocage des prix, c'est ce que propose la NUPES, notamment sur l'essence et sur quelques produits de première nécessité. 89% répondent à ce sondage IFOP. Kader, ça t'étonne? Pardon, j'ai pas entendu. Non, mais c'est. Ah bah bravo. Bon, c'est pas grave, je vais rebondir. J'étais surmonté à la montagne. Ouais, bravo, super les gars. Non, moi je considère, mais bien évidemment, quand on sait que le litre du gasoil il est à 2,13 €, 2,15 € actuellement, pas déconner quoi. Et Mélenchon a proposé que le litre du gasoil soit à 1,40 €. Ils reviennent sur des bases qu'il y avait bien avant le confinement. Sauf que si je ne dis pas de bêtises, et Ismaël connaît un peu le sujet puisqu'il travaille aussi au sein de l'Europe, pour bloquer les prix, il faut quand même négocier avec l'Europe, Ismaël, non? Alors effectivement, il y a des négociations à mener, sauf que Jean-Luc Mélenchon explique quelque chose de très simple, c'est que lui va désobéir. Et là, quand on dit il va désobéir aux traités, tout le monde se scandalise au sein de La République En Marche et de leur groupe Renaissance. Mais la réalité, en fait, c'est qu'il existe quelque chose, un cadre juridique qui s'appelle le compromis de Luxembourg et qui vous explique que à partir du moment où dans une union économique et monétaire, vous avez un poids économiquement parlant suffisamment important et indispensable à la tenue ou plutôt à l'existence de cette union économique et monétaire,
vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. En d'autres termes, si Mélenchon va voir tout simplement les technocrates de Bruxelles en leur disant « Écoutez les gars, j'ai besoin d'une dérogation pour mettre en place le programme sur lequel j'ai été élu, et donc il y a deux possibilités, soit vous nous laissez faire, et dans ce cas-là tout se passe bien, soit vous ne nous laissez pas faire, et dans ce cas-là vous ferez sans nous. » Et là, c'est l'explosion même de l'Union européenne qui ne tiendra pas, parce qu'il ne faut pas regarder l'exemple anglais en se disant « Mais non, mais c'est pas vrai, regardez, les Anglais sont partis, tout s'est bien passé. » Ils n'avaient pas la monnaie commune. L'importance de la France, aujourd'hui, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle de tandem franco-allemand, est indispensable. Et donc, nous avons la possibilité de faire cette espèce de chantage aux technocrates non élus, et celles et ceux qui diraient que faire de la politique, ça ne doit pas se faire par le chantage. J'ai envie de vous dire que pour une fois que le chantage se fait en faveur du peuple et en faveur de la défense des intérêts du peuple, moi, je suis plutôt pour. Kader sur 89%, donc sur le blocage des prix, favorable au blocage des prix selon le sondage IFOP. Donc, le seul projet qui défend le pouvoir d'achat, qui défend la population un peu modeste, c'est le projet du NUPES. Les gens sont loin d'être bêtes, ils regardent, ils analysent, ils voient bien que Macron, il contourne. Il fait croire, il a bloqué un peu l'essence, quelques centimes d'essence. Tout le monde sait qu'il va lâcher, et c'est le marché qui va décider. Mais on voit plus l'effet, voilà. Des 15 centimes d'ailleurs. Alors, pour la suite de ce sondage, parce que là on parle du blocage des prix, 89%, je rappelle, oui, mais comment tu 80% veulent plus d'écologie, ouais, 81%. Christophe, pour la question du blocage des prix, rapidement, comment tu peux expliquer qu'en Pologne, le litre du gasoil est à 1,08 € et que nous, en France, on n'arrête pas de augmenter. Les taxes. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, l'augmentation du gasoil aujourd'hui, il est possible qu'il soit modifié. Il faut arrêter de croire que c'est l'Europe qui va nous bloquer sur tel et tel truc. Comme il a dit tout à l'heure, et il a raison, il a bien raison de le soulever, Ismaël, c'est la désobéissance de la politique de l'Europe aujourd'hui qu'on doit mettre en place pour faire changer le système français. Alors, 81% disaient je veux plus d'écologie, Kader, ça tombe bien. Ah bah ça me réjouit. Et 79% sont favorables au retour de l'ISF, par exemple. Eh ben ils ont bien raison. Non mais, j'allais dire, c'est presque de bon sens. Je rappelle, c'est un sondage IFOP. Ouais, mais c'est de bon sens. On sait que dans ce pays, depuis Macron et bien avant lui, les plus riches s'en sortent toujours. Et les plus pauvres, on les matraque, les classes moyennes. Évidemment qu'il faut remettre l'ISF. Évidemment qu'il faut plus d'écologie. On voit bien sur cette crise énergétique, crise alimentaire. L'écologie a des réponses aussi, peut apporter des réponses. Non, mais c'est vraiment, la NUPES, c'est le projet qui est le plus en phase actuellement avec la demande. 78% sont favorables à nationaliser les autoroutes, Ismaël. 78%. Ils ont raison aussi. Non mais une fois encore, ils ont raison, mais moi j'ai envie de leur dire, les gars, je sais pas qui a été sondé, parce que moi on m'appelle jamais, mais allez au bout de la démarche, comme moi, allez au bout de la démarche, et puis soyez 79, 80, 81%, même 100% à voter pour la NUPES. J'ai envie de vous dire à un moment donné, le problème c'est que autant sur le fond, et ça fait bien longtemps que Jean-Luc Mélenchon le martèle, les Français sont totalement d'accord avec le programme de l'Union populaire. Maintenant, j'ai l'impression que parce que c'est Mélenchon et parce qu'il est victime d'une campagne de diabolisation comme rarement on en a vu, eh bien, il y en a beaucoup qui se retiennent d'aller voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et j'en connais même, moi, à gauche, qui disent... je pense à un pharmacien que j'ai rencontré il y a de ça 2 semaines et qui me disait mais moi j'ai voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle, mais je ne veux pas que le pays soit ingouvernable et donc je vais donner sa majorité à Macron qui a été démocratique. Sauf que c'est l'un des présidents les plus mal élus de la Ve République et que parfois la cohabitation peut avoir du bon. Et quand on voit la politique de casse sociale d'Emmanuel Macron sur 10 ans, parce qu'il y en a qui pensent que c'est 5 ans, mais rappelons qu'il a été aux côtés de François Hollande. Le type va avoir le pouvoir pendant 15 ans si on ne se bouge pas dimanche. Donc au-delà du pôle de gauche que je soutiens, moi j'invite les gens à aller faire barrage aux candidats. Au candidat de la majorité présidentielle qui n'en sera peut-être bientôt plus une maintenant face au Rassemblement national. Forcément, c'est toujours délicat. Moi, je suis dans ce cas de figure, en fait, dans ma circonscription. J'ai vraiment la poisse. Toutes les circos autour de la mienne, à part une, c'est un deuxième tour, RN, majorité présidentielle. Donc moi, je vais voter blanc. Mais je ne choisirai pas entre deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême libéralisme, qui fait beaucoup de mal aussi.
Alors, on continue. Je vous donnerai encore, notamment sur le SMIG à 1500 € et sur la retraite à 60 ans. Vous allez voir, c'est les scores aussi à la bolchevique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon Nasser ? Tu veux pas que je parle ? Mais si, mais non, mais j'ai la pub là. Bouge pas, quitte pas. Et on reçoit notre invité dans un instant qui aura fort à faire face à 3 jours de la NUPES aujourd'hui. Hein. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être en direct sur France Maghreb 2, oui, en direct live, si je puis dire. Alors on parle de ce sondage IFOP qui validerait en quelque sorte, en tout cas ceux qui ont été sondés, le programme défendu par la NUPES, de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je vous donnais donc sur l'impôt, le retour de l'ISF, sur plus d'écologie, la retraite à 60 ans, tiens, 77% y est favorable, 77%. 76% sont favorables au SMIC à 1500 €. Bon, j'ai envie de dire oui, d'accord, c'est bien beau tout cela, mais au niveau des résultats, ça nous donne pas une nette majorité de NUPES, alors qu'en croire ce sondage, la majorité des Français sont favorables au programme de la NUPES. Où est le problème, Nasser Lagi ? Où est le problème ? Non, le problème, c'est qu'ils vont pas aussi dans les quartiers populaires pour sonder ces personnes-là. Oui, bah alors ça serait encore pire. Ben ouais, mais ça serait peut-être une manière aussi de mobiliser les gens à s'intéresser ou à aller voter. Mais bon, on va pas polémiquer sur un sondage, alors que sur le fond, on sait très bien que toutes ces propositions qui fédèrent l'ensemble de la majorité, l'ensemble des Français, montrent que la situation de notre pays va mal, va très mal. Quand on regarde, on parlait de l'ISF tout à l'heure, sur la mise, de remettre l'ISF en place, parce qu'il l'a supprimé. Faut-il rappeler que c'est Macron qui a supprimé l'ISF, mais il a aussi supprimé les 5 € d'APL pour les personnes les plus modestes. Donc c'est ça aussi la politique de Macron. Et aujourd'hui, Macron, il essaye de donner des petits chèques énergie, etc., pour essayer de compenser tout ce qu'il a pu faire envers les personnes les plus modestes. Mais bon, sur cette question-là, je suis d'accord avec toi. C'est bien de faire des analyses, des constats, des sondages, mais si sur le fond, personne ne va aller voter, à quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon ? Alors, l'argument qui est repris par la majorité présidentielle, Ismaël, c'est de dire le programme de Mélenchon est pas financé. Notamment sur la retraite à 60 ans, c'est impossible, nous dit la majorité présidentielle. C'est complètement faux. C'est pas financé, nous dit la majorité présidentielle. C'est complètement faux. Il y a eu 6 heures d'émission pour expliquer chaque point du programme de l'Avenir en commun. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Avenir en commun, et vous allez voir que vous allez avoir toutes les réponses de vos questions dans lesquelles vous vous posez sur le financement des projets de l'Avenir en commun. Voilà, moi je vous le dis parce que ça c'est souvent ressorti, et plutôt des gens qui sont dans la majorité actuelle, ou plutôt des gens qui sont plutôt de droite. Donc voilà, ces gens-là, effectivement, c'est le seul argument de dire mais comment il va financer ? Et si on leur posait la question comment ils ont pu financer toutes ces guerres qui aujourd'hui sont dans ce monde. Alors voilà. Vous savez qu'Édouard Philippe est même favorable à une retraite à 67 ans. Voilà, je vous le dis, hein, le patron d'Horizon. Macron, 65 ans, voilà. Que répond-on à la majorité présidentielle, Ismaël Boudjekada, quand on est de gauche et quand on entend dire que le programme de Mélenchon et de la NUPES, parce qu'il n'y a pas que Mélenchon, est pas finançable, que voilà, la retraite à 60 ans, c'est impossible? Oui, déjà, avant d'en venir au côté financement, moi ce que je dirais simplement, c'est quand on voit que ce sont les retraités qui sont partis à 60 ans à la retraite, qui aujourd'hui votent pour une retraite à 65 ans, voire plus pour les générations actuelles et à venir, moi je suis pour, c'est une petite idée que je lance comme ça, si quelqu'un m'entend et qu'il a la possibilité de le mettre en place, je suis pour qu'on appelle toutes celles et ceux qui votent En Marche aujourd'hui et qui sont partis à la retraite à 60 ans, eh bien qu'on les rappelle pour travailler 5 années supplémentaires, parce que tant qu'à faire, autant qu'ils mettent la main à la pâte. Maintenant, sur la question financement. À de nombreuses reprises, j'ai rappelé notamment à l'antenne que le programme de Jean-Luc Mélenchon, que même le MEDEF, qui n'est pas un allié historique de Jean-Luc Mélenchon, il faut le reconnaître, reconnaît l'applicabilité du programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on se rend compte que la Macronie, on parlait de fébrilité tout à l'heure, mais c'est même plus que ça. Quand on voit que M. Bayrou, haut commissaire au plan, et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'œil, je me demande si c'est pas un emploi fictif parce qu'on n'a toujours pas compris à quoi il servait. Mais simplement, j'ai envie de vous dire, quand on le voit nous expliquer que le programme de Jean-Luc Mélenchon c'est 250 milliards de dépenses et qu'il nous dit qu'en recette il n'y a que il nous sort une seule recette de 3 milliards,
j'ai envie de vous dire, mais il a un problème. Ils en viennent à ça pour essayer d'expliquer que le programme n'est pas finançable. Un programme, ça se prend dans sa globalité. Et effectivement, le programme de Jean-Luc Mélenchon, en plus d'être financé, permet de dégager 17 milliards de bénéfices chaque année. Donc je pense que de ce point de vue-là, le taf a été fait du côté de l'Union populaire. Kader Chiban, le communiqué du CRIF qui appelle à voter ni pour la NUPES ni pour le Rassemblement national, les renvoyant dos à dos. Il est scandaleux. Ouais. Il est franchement. Le CRIF, rappelons, c'est les représentants des institutions juives de France. Il est scandaleux, peu importe d'où il vient, il est scandaleux. Celui qui fait des dîners à 900 balles. Ça veut dire qu'on met au même niveau la NUPES que des candidats racistes. Parce que c'est ça, depuis le début on dit sort hors de la République. Parce que Macron au premier tour, ou même dans l'entre-deux tours, vous l'avez vu, il draguait les électeurs de gauche, il draguait Mélenchon, il draguait les écologistes. Ah là ils avaient bon dos. Et aujourd'hui, on met au même niveau la NUPES et le Rassemblement national. C'est une manipulation politique. Manipulation politique. Finalement, ils appellent à voter Macron. Ils auraient plutôt dû dire on appelle à voter Macron. Finalement, avec ce communiqué, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Et discréditer comme ça des centaines de candidats, des milliers de militants politiques antiracistes. Il y a les racistes d'un côté et les antiracistes de l'autre. On mélange pas tout. C'est une erreur politique grave. Hein. Le communiqué du CRIF est-il une erreur ? C'est une très bonne nouvelle pour nous, ça. Ah bon ? C'est une très bonne nouvelle. Parce que ça montre qui sont aujourd'hui le CRIF. Qui est le CRIF aujourd'hui ? Des gens qui sont dans une politique, qui soutiennent la politique d'Israël, de l'extrême droite aujourd'hui israélienne, et qui aujourd'hui veulent nous expliquer comment on doit faire de la politique dans notre pays. Donc à un moment donné, soi-disant, c'était des gens neutres et qu'il ne fallait pas qu'ils fassent de la politique. Ils sont en train de l'en faire quotidiennement. Donc aujourd'hui, faut-il rappeler que la NUPES, c'est le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le PC, la France Insoumise, tous ces partis rassemblés pour faire en sorte qu'elle existe et qu'elle propose un programme de fond, que ça soit financier ou politique sociale, parce qu'aujourd'hui, la politique sociale de notre pays est au plus bas, c'est une catastrophe, qu'il faut refonder toute la politique sécuritaire, qu'aujourd'hui, on sait très bien à quel niveau elle est, quand on voit les bavures ou tout simplement l'échange qu'il peut y avoir avec cette police qui n'existe plus, c'est plus une police de proximité, mais plutôt une police de répression. On le dit souvent d'ailleurs, on parle de répression, on ne parle même plus de proximité. Donc c'est toutes ces questions-là qui est abordée et ça m'en laisse une bonne moitié de laisser le CRIF faire des communiqués sur ce genre. Voilà, je rappelle le communiqué du CRIF donc, qui appelle à ne pas voter ni pour la NUPES ni pour le Rassemblement national en voyant finalement dos à dos ces deux partis. Voilà. Bon messieurs, on va quitter un petit peu tout cela et on va aller du côté de Marseille, enfin plutôt de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, parce que c'est pas que Marseille, il n'y a même pas de Marseille d'ailleurs je crois. On en parle avec le candidat Mohamed Lakila qui est candidat, donc député sortant dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône et on est de retour avec lui dans un instant, tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum, avec comme chaque jour nos débatteurs avec nous. Aujourd'hui Kader Chiban, aujourd'hui Nasser Lajili, aujourd'hui Ismaël Boudjekada et notre invité aujourd'hui. Alors, cher Mohamed Lakila, d'abord bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lakila, on s'est rencontrés déjà à plusieurs reprises, notamment... Tout à fait, la dernière fois à Marseille. À Marseille, tout à fait, chez toi. Alors Mohamed, je dois te prévenir tout de suite, nos débatteurs du jour sont plutôt de gauche, je dois le dire. Comme moi d'ailleurs. Ah bon ? Bon ? Je suis un libéral de gauche. Un libéral de gauche, très bien. Alors, présente-nous... Je précise. Bon, je vais quand même présenter, parce que je suis député sortant de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui comprend la moitié d'Aix, Cabriès-Calas, les Pennes-Mirabeau, Septem et Aiguille. Voilà. Donc, oui, si tu permets, quand je dis une libérale de gauche, je suis pour, beaucoup plus de liberté, notamment la liberté d'entreprendre, parce que la richesse, je considère qu'il faut d'abord la produire, la créer avant de la répartir. Ensuite, la répartir, bien évidemment, et à l'ensemble de ceux qui l'ont créé, finalement. C'est les ouvriers, c'est les salariés, etc. Alors, Mohamed Lakila, le score du premier tour, t'es arrivé en tête face à un candidat à Rassemblement National ? Alors, je suis effectivement en tête face au Rassemblement National. C'est l'ancien maire de Cabriès
qui est un ancien du RPR, qui est arrivé à l'extrême droite aujourd'hui, puisqu'il est porte-parole de Marine Le Pen. Et je pense que c'est un gars qui finira chez Zemmour. Et j'espère que les électeurs, dimanche, vont le renvoyer dans ses chaumières. Voilà. Oui. Alors, justement, ta circonscription, est-ce que tu peux nous la présenter en soi et quelles sont ses spécificités dans cette circonscription, Mohamed Dakila ? C'est une circonscription assez particulière avec des QPV, des quartiers priorité de la ville, y compris sur Aix. On pense que Aix est une ville riche, mais il y a aussi des quartiers priorité de la ville. C'est pas les grandes cités telles qu'on connaît sur Marseille, mais il y a quand même des quartiers comme ça en difficulté. Il y a aussi Septem-les-Vallons, qui est géré aujourd'hui par un maire depuis très longtemps d'ailleurs communiste, où il y a quelques difficultés également. Il y a les Pennes Mirabeau. Alors Septem-les-Vallons et les Pennes votaient plutôt à gauche aujourd'hui, ils votent à l'extrême droite, comme le nord de Marseille d'ailleurs. C'est dramatique, puisque on voit bien qu'une certaine gauche passe allègrement vers l'extrême droite. On voit bien ce transfert d'électeurs, mais d'année en année. Et là, ça s'est confirmé pour ma circonscription, puisque le Rassemblement national, mais je l'appelle le Front national, a fait plus de 60% au Pennes Mirabeau et à Septem-les-Vallons. Le reste de la circonscription, c'est Aiguille, Aix, Cabriès, qui votent plutôt un centre, je dirais, qui aujourd'hui, en tout cas, on l'a vu au niveau national, va de Chevènement jusqu'à Estrosi, même si Chevènement sur l'Europe, je suis pas d'accord avec lui, et Estrosi sur certains points, je suis pas non plus d'accord. Estrosi au centre, c'est un peu abusé, Mohamed Dakila, mais bon. Juste une petite question, si tu devais qualifier ce premier quinquennat en tant que député, quel serait l'objectif le plus adéquat ? Ben écoute, moi, tu sais que je siège à la commission finances, donc on a eu beaucoup de travail, peut-être davantage pendant les crises. On a fait en sorte de sauver des entreprises. Et quand je dis sauver des entreprises, c'est pas sauver des patrons, c'est sauver surtout des emplois. Et ce qui nous a été demandé, et moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, c'est une stabilité pour les entreprises, et une stabilité notamment fiscale. Alors ils m'ont demandé que ça soit au moins stable sur 5 ans. Si ça pouvait aller jusqu'à 10 ans, c'est encore mieux. C'est pour ça que je me bats pour qu'on fasse un mandat de plus et qu'on garde cette stabilité, qu'on donne de la perspective aux entreprises. Aujourd'hui, on ne parle plus de chômage, quand même se le dire. Même si le plein emploi n'est pas encore là. Parce que quand on est à 7,4% de chômeurs, c'est encore du chômage. Donc il faut y aller beaucoup plus loin. Certains économistes disent que c'est 5% de taux de chômage, le plein emploi. D'après mes premiers cours d'économie, si je me rappelle, on est autour de 2-3. Donc ce travail-là, je vais continuer à le faire à la Commission de finances pour faciliter la vie des entreprises. Je vous dis, c'est elles qui créent les richesses. Et j'ai travaillé sur un dernier sujet, et notamment à la fin de l'année, qui est la répartition de cette richesse. La répartition au travers d'un projet de loi que j'ai déposé, qui s'appelle BEST, bénéfices extra-salariaux, pour que toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés, puissent bénéficier des mêmes avantages qui sont offerts aujourd'hui dans les grands groupes et dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mohamed Dakila, je rappelle que tu es de formation comptable. Je suis expert comptable. J'ai présidé l'ordre des experts comptables dans la région. J'ai présidé le syndicat des experts comptables et commissions aux comptes au niveau national. Et puis j'ai renoncé à cette carrière au niveau national quand je suis devenu député, puisque j'ai démissionné de l'ensemble de ces mandats. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir créé mon premier emploi à Marseille en 90. Et aujourd'hui, au sein de l'ensemble des cabinets où j'ai des associés et des directeurs, nous sommes à plus de 140 salariés. Alors, Mohamed Dakila, juste petite précision, on me fait remarquer en message, oui, tu tutoies tes invités. Bah écoutez, moi je suis pas hypocrite, donc quand je tutoie quelqu'un en antenne, je le fais aussi à l'antenne. À Marseille, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à l'antenne. Moi ici, je déteste faire semblant et l'hypocrisie. Mohamed Dakila, si le programme est si satisfaisant à en croire, effectivement, à t'écouter, on parle plus de chômage, la croissance ça repart, le plein emploi on y est presque. Alors pourquoi ne pas avoir fait campagne sur ce bilan qui, a priori, si on vous écoute, il est positif, plutôt que de s'attaquer à la NUPES en permanence et faire du Mélenchon bashing? J'ai fait non seulement campagne sur le bilan, mais aussi sur ce qu'il faut faire au-delà de ce bilan. Oui, vous peut-être, toi peut-être, mais pas la majorité présidentielle. État d'âme. Ouais. Ensuite, les NUPES, chez nous, la France Insoumise a failli d'ailleurs être qualifiée pour le deuxième tour. Elle était représentée par mon banquier.
Je dis bien mon banquier. Voilà. Oui, ça en tant que député, j'ai mes comptes au Crédit Coopératif. C'est une excellente banque. Et celui qui a été investi, c'est quelqu'un qui est arrivé de la droite puisqu'il était adjoint à Maryse Joissains-sur-Aix. Ouais. Et ensuite, il est parti à Génération Écologie, il est passé par tous les partis, et aujourd'hui, il représente Mélenchon. Donc, je m'en amuse un petit peu. Voilà, donc moi, je sais que les députés aujourd'hui, qui sont dans ce rassemblement, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y en a qui sont pro-européens, il y en a qui sont anti-européens. Donc, alors que contrairement à ce qu'on voit Ensemble, c'est une majorité qui a tenu pendant 5 ans et qui va tenir encore 5 ans de plus, où il y a des points communs, notamment sur l'Europe, puisque nous sommes pour l'Europe, pour les valeurs de la République, nous sommes pour le plein emploi à fond, l'écologie et la jeunesse. Donc nous sommes au moins rassemblés sur 100% de notre programme. C'est ça qui est important. Et quand j'observe l'UPES, alors moi je les ai pas au deuxième tour, donc je fais tout pour battre le Front National, mais sur la 10e circonscription, je viens d'envoyer un communiqué de presse, c'est Gardanne, c'est juste à côté de chez moi, où on a le Front National face au candidat NUPES. Et alors ? Et bien là, sans état d'âme, je dis barrage au Front National et j'appelle tous les Républicains, bien évidemment, à ne pas voter pour le Front National. Bravo. Félicitations pour ça. Voilà, c'est clair. Ouais, moi, ça mérite d'être clair. C'est très clair parce que, malheureusement, Mohamed, tu le sais très bien, c'est pas partagé par beaucoup de candidats. Donc, j'ai entendu la porte-parole du gouvernement à plusieurs reprises rappeler d'une façon simple, aucune voix n'ira au Rassemblement national. Elle l'a dit plusieurs fois. Après, il y en a qui tergiversent avec ça, mais en tout cas, je l'ai entendu sorti du Conseil des ministres en disant cela. Comme d'ailleurs, Mélenchon l'avait dit au deuxième tour concernant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il avait dit aucune voix au Rassemblement national. Non, c'est bien. Il y a des divergences. On a entendu plusieurs messages contradictoires. Sur cette question, qu'un parti politique, la majorité présidentielle, chacun, un peu comme au marché, il y en a qui achètent des melons, les autres des fraises, c'est pas possible. Chacun a tenu. Ouais, d'accord, mais à un moment donné, il faut un peu de cohérence. Oui. C'est bien, vous prenez cette position. Il a appelé à voter NUPES. Je dis pas ça. Mais moi, j'entends les médias, je regarde la télé, j'ai vu des messages contradictoires. Oui, ça c'est vrai. J'ai vu des leaders de ce parti politique, de la majorité française, dire des choses contradictoires. C'est la porte-parole du gouvernement. Non mais d'accord, mais elle a mis du temps. Ils ont mis du temps, il y a eu cafouillage. Il y a eu cafouillage dimanche soir. Et rapidement. Il n'empêche que le message, pour moi, il est clair. Et puis moi, mon ennemi, c'est le Front National. Eh ben, il m'a semblé... C'est pas partagé par tout le monde. Il m'a semblé que pendant l'élection présidentielle, entre les deux tours, c'était plus clair. Quand c'était en votre faveur, c'était plus clair. Il faut quand même le dire. Non, là, il faut faire attention. Dernièrement, Mélenchon, qu'est-ce qu'il a dit je sais plus comment le lapsus qu'il a fait. Non mais pardon, ça c'est de la politique. Pardon, si je peux me permettre, Christophe, ça c'est de la politique à l'ancienne. On parle d'un sujet, ensuite on peut parler de Mélenchon. Non, là on parle d'un sujet sérieux. On parle de la majorité présidentielle qui est pas claire, qui renvoie. C'est qui la majorité présidentielle ? Vous n'êtes pas la majorité présidentielle. Non, mais vous dites la majorité, mais je vous dis la porte-parole, celle qui parle au nom du gouvernement. Oui, mais excusez-moi. Et le message simple. D'accord, le message est très simple, je l'entends bien. Je l'entends bien. Mais je l'entends bien. Mais quand vous avez, non, mais pas du tout, pas du tout. Il faut juste aussi entendre ce que la population entend à la télé. Quand on a un mec comme un monsieur comme Blanquer, parce que je vais rester respectueux, un monsieur comme Blanquer qui était ministre. Il vient pas de nulle part. Il était ministre. Du gouvernement. Non mais d'accord, mais il fait partie de votre équipe. Mais j'entends pas énormément. Je n'entends pas énormément de monde. J'entends pas énormément de monde de votre parti politique qui dénonce le discours qu'il a pu tenir ces derniers temps. Christophe, un mot. Christophe, je vais être très rapide. Après, je me tais. Je me tais ensuite. Faites tes questions à Mohamed Lakila. Non mais je me tais. La chef du gouvernement, première ministre. Oui. Elle a dit, je l'ai entendu, que ce sera du cas par cas. Elle n'appelle pas à voter la NUPES à chaque fois qu'elle affronte le RN. Là, c'est même pas la porte-parole, elle est première ministre. Est-ce que je me trompe ? La porte-parole, je l'ai entendue. Oui, là, on parle de Elisabeth Borne. Voilà, maintenant, je peux tourne autour. Alors, pas de porte-parole, ni des mouvements, ni moi, à titre personnel, j'ai fait un communiqué, y compris sur la Circo qui est à côté. Ouais. Parce que j'ai pas envie de voir le Front National. C'est tout à votre honneur. Pas lui reprocher, quand même. Non, c'est tout à son honneur. Bon, alors, question à monsieur le député sortant. Qui souhaite poser une question là ?
Je vais la poser après. Alors, Ismaël Boujakada, question pour Mohamed Lakila, qui est, je rappelle... Je rappelle à ceux qui débattent que j'ai été président du groupe Verts Citoyens à Marseille il y a quelques années en arrière, dans les années 2000. Très bien. Ça fait longtemps, quand même. Voilà. Il y a eu beaucoup de changements. Ismaël, question pour notre ami Mohamed Lakila. Bon, déjà, bonjour monsieur le député. Apparemment, je me permets le petit côté tatillon. Oui. Sur le premier point, ce que vous venez de dire par rapport au fait que vous étiez président du groupe des Verts il y a quelques années, on a envie de vous dire, c'est quelque part aussi une droitisation de votre part, ce que vous reprochez quelque part à votre adversaire du Rassemblement national. Maintenant, j'ai envie d'être gentil avec vous, parce que vous m'avez l'air très sympathique. Et c'est assez rare venant de moi. Je vous le dis. Non, je te le confirme, Ismaël, il est très sympa, Mohamed. Il est très sympa. Mais du coup, moi, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Quand je vois votre nom, déjà, en dehors de toute considération politique, c'est une fille. Comment ? Il a dit... Je suis content que Zemmour n'ait pas gagné parce qu'il fallait changer de prénom, j'aurais été embêté. Ouais. Alors... Ah, c'est clair. Oui. Moi, le premier. mais du coup, non, par rapport... quand je vois votre nom en dehors de toute considération politique, quelque part, c'est quand même une fierté de voir que des personnes issues de la diversité arrivent là où vous en êtes arrivé, à la fois sur le plan professionnel et ensuite sur le plan électif. Donc déjà, félicitations à vous, et je pense que vous faites partie de ceux qui ouvrent la voie à toute une génération d'enfants issus de l'immigration, et vous leur prouvez quelque part qu'on peut aussi nous réussir à quelque chose. Bien sûr. Au-delà de ça, moi, justement, sur ce sujet-là, j'ai envie de vous poser une question simple. Oui. Est-ce que ça ne vous dérange pas, quelque part, au regard de votre engagement, d'être assis aux côtés de celles et ceux qui ont multiplié les amalgames vis-à-vis d'une certaine communauté, allant jusqu'à des fermetures abusives de lieux de culte, allant aussi jusqu'à voter des textes comme la loi séparatisme, allant jusqu'à considérer que Marine Le Pen était trop molle sur les questions liées à l'islam et j'en passe. Mohamed, laisse terminer la question. Est-ce que vous vous trouvez véritablement à votre place à leur côté quand on voit par exemple que votre collègue, qui vient d'ailleurs de mettre fin à sa carrière, et fort heureusement puisque c'était mon parlementaire Denis Sommer, a voté contre le menu végétarien à la cantine privant de fait plusieurs milliers d'enfants d'aller sur les bancs de l'école le ventre plein. Est-ce que véritablement, au fin fond de vous-même, vous êtes à votre place à leur côté? Je vais vous dire les choses. Moi, ça fait 3 ans que je vais dans les collèges, les lycées, voir les scolaires pour leur expliquer d'abord ce qu'on fait à l'Assemblée, le vote de la loi, et je leur parle aussi de laïcité et de la laïcité à la française. Mais excusez-moi, c'est quoi la laïcité à la française? Eh bien justement, voilà. La laïcité à la française, c'est de pas être contre les religions. Et moi, les lois de circonstances, je l'ai dit, y compris la loi que vous avez citée. Les lois de circonstances, je suis pas favorable. Quand on a un problème, on peut le traiter parce que la loi existe. On n'a pas besoin de renforcer une loi et de voter des lois de circonstances. Je l'ai pas voté, la loi dont vous avez parlé, pour être très clair. Oui. J'ai pas voté parce que je me sentais pas à l'aise du tout, parce que c'est une loi de circonstances. Ensuite, moi, les barbus, je les ai combattus à Marseille, je vous le dis. Mais c'est pas parce qu'on est barbu qu'on est extrémiste. Non, mais je vous dis, quand je dis les barbus, ceux qui profèrent aussi comment dire, des discours extrémistes, il y en a, etc. Oui, il y en a, il faut pas nier. J'ai mes parents qui sont très pratiquants, etc. C'est pas le problème. Et je pense même qu'on a une liberté, en tout cas les cultes en France ont plus de liberté que dans les pays musulmans. Et ça, je l'ai toujours dit, y compris dans des réunions où on parlait beaucoup d'islam. Donc j'ai aucun souci avec ça. Je pense qu'il faut respecter effectivement toutes les religions, et puis la liberté de conscience, la liberté absolue de conscience qu'on trouve en France et pas ailleurs. J'ai même déposé un amendement d'ailleurs pour dire que la laïcité doit s'appliquer sur tout le territoire français. On n'était que 5 à la déposer. Il y avait, je pense, 2 de la France Insoumise, 1 de la REM et moi-même, pour dire que la laïcité doit s'appliquer sur tout le territoire, y compris en Alsace-Moselle, y compris en Guyane, et y compris à Mayotte. Aujourd'hui, il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'on finance le culte, et quand je dis on, c'est nous tous. Oui. On finance le culte en Alsace-Moselle, c'est pas normal. Oui. À Cayenne et donc en Guyane, c'est financé par la collectivité territoriale.
c'est pas normal puisqu'on finance indirectement. Donc moi, je suis plutôt favorable effectivement à ce que la laïcité s'applique sur tout le territoire français et pas uniquement sur le reste. Voilà, donc moi je suis assez à l'aise avec ça. Très bien. Mais justement, par rapport à la question, est-ce que quand vous voyez vos collègues, parce que c'était ça le fond de la question, voter ce genre de texte avec autant de virulence qu'on a pu l'entendre, est-ce que vous savez, dans une majorité, y compris avec le président de la République, quand il a porté le premier projet, y compris sur les entreprises, je n'étais pas d'accord avec tout. Je l'ai dit, par exemple, la suppression de l'ISF est transformée en ISEFI, c'est-à-dire impôt sur la fortune immobilière. Moi, j'étais pour la suppression totalement, y compris sur la fortune immobilière. Je l'ai dit dans l'hémicycle, j'ai déposé des amendements là-dessus. Je n'étais pas d'accord du tout avec le président. C'est-à-dire que j'allais plus loin que lui, parce que j'estime qu'effectivement, avoir une maison, et je l'avais dit d'ailleurs à l'époque, dans l'hémicycle à Mélenchon, je dis, vous avez une maison aujourd'hui que vous avez achetée à Marseille, vous allez payer l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'elle va prendre de la valeur dans 1 an ou 2. Donc, voilà, j'ai ma liberté aussi d'expression, j'ai ma liberté de penser, et je dis, quand je suis pas d'accord, je le dis. Juste en 2 secondes, voilà. Si c'est possible, Monsieur Aquila, est-ce que vous avez signé, comme quasiment tous vos collègues, si ce n'est tous vos collègues, le fameux contrat en 12 points pour obtenir l'investiture de La République En Marche, en l'occurrence la de Renaissance cette année? Parce que d'abord, je suis député du mouvement démocrate. Donc du Modem, oui. Voilà, donc on n'a rien eu à signer, je vois pas ce qu'on aurait pu me faire signer. Très bien. Alors Mohamed, ne bouge pas, on est de retour juste après la pub, parce qu'il faut bien rentrer un peu d'argent, tu connais, en tant qu'expert comptable. Et dans un instant, quelques questions, et on te demandera évidemment ce pourquoi il faut voter pour toi dimanche, évidemment, le 19 juin. Et on parlera du taux d'abstention dans ta circo, tu nous donneras dans un instant, à tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Nasser Lajili, Kader Chiban et Ismaël Boujakana est notre invité, Mohamed Lakila qui est député sortant dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, avec nous arrivé en tête de ce premier tour face à un candidat Rassemblement National. J'aime pas d'ailleurs utiliser Rassemblement National parce que y a rien parle de Front National. Voilà, faut pas oublier que c'est le Front National parce que le Rassemblement National c'est beau sur le papier mais c'est pas vraiment beau dans les idées. Le taux d'abstention dans ta circo, ce premier tour Alors, il est un peu à l'échelle de ce qu'on a vu au niveau national, plus de 50% quand même. Ouais. Dans les quartiers dits priorité de la ville, c'est un taux de participation inférieur à 30%. Ouais. Donc, ça veut dire que dans ces quartiers-là, on continue à ne pas voter. Je pense que s'ils avaient voté, on aurait eu NUPES au deuxième tour. Voilà. Ouais. Ah oui. Ils ont voté. Et la NUPES aurait peut-être gagné. Mais voilà, ils sont, comme d'habitude, ils votent pas le dimanche et puis ils râlent le lundi, comme on dit. Ouais, c'est ça, ils râlent le lundi, malheureusement. Alors... mais c'est pas propre, simplement. C'est vrai que dans les quartiers, ça vote un peu moins. C'est malheureux. Mais bon, il va falloir peut-être y remédier d'une façon ou d'une autre. J'avais une question, Christophe. Kader. Pour être député, non, parce que bon, vous êtes député d'un. J'espère que vous l'emporterez contre le RN. Moi, je fais vraiment la différence. Il n'y a pas de souci. Vous êtes député d'une circonscription d'un territoire populaire, modeste, voilà. Et ne pensez-vous pas? Il est non, pardon, pas spécialement. Le territoire, il est un peu partagé. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 2 villes qui sont plutôt, enfin, surtout une ville au nord de Marseille qui est en difficulté. Sinon, le reste du territoire. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up, énormément de chercheurs. Mais la population, il y a une population aussi modeste. Sociologiquement, c'est quand même une population assez aisée. Voilà. D'accord. Donc c'est là où on observe d'ailleurs le vote, d'ailleurs au niveau national. Il y a un vote vraiment sociologique. D'accord. À Marseille, dans les quartiers nord, nos candidats, que ce soit Saïd Hamada ou Alexandra, lui, dans les quartiers nord, ont été éliminés dès le premier tour. Voilà. Mais d'accord. Mais le regroupement de NUPES et le Front National qu'on retrouve malheureusement au deuxième tour. Vu votre itinéraire politique, parce que vous venez de la gauche, donc vous avez un certain nombre de valeurs, j'imagine, vous avez gardé des valeurs. Ne pensez-vous pas que la retraite à 65 ans, elle est quand même injuste pour des populations qui travaillent, qui ont des... Je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer. Je vais aller au bout. Je vous écouterai jusqu'au bout. Qui ont des travaux difficiles, qui font des chantiers, ils pourront pas travailler jusqu'à 65 ans. À 58 ans, ils ont beaucoup de mal.
Et parallèlement à ça, vous avez voté apparemment la fin de l'ISF. Est-ce que c'est pas plutôt à des populations plus aisées de faire preuve de solidarité je vais terminer à ces populations les plus modestes. Je ne vais plus me rappeler à toutes les questions que vous posez. Non, mais c'est le parallèle entre l'ISF et le travail jusqu'à 65 ans pour des populations qui souffrent au travail, pour qui c'est difficile. Alors, je suis fils d'un maçon. Eh ben encore plus. Non, attendez, voilà. Donc moi, j'ai vu mon père, effectivement, à 60 ans, il était fatigué. Et c'est normal que des gens qui ont des travaux difficiles puissent s'arrêter plus tôt. Moi, j'ai 62 ans. Aujourd'hui, j'exerce toujours le métier d'expert comptable parce que le lundi, je suis avec mes collaborateurs, ne serait-ce que pour voir les conséquences de ce que nous votons à l'Assemblée. Et je pourrais m'arrêter aujourd'hui avec un abattement de 25% sur ma retraite, mais je pourrais m'arrêter. Or, je me sens encore en capacité physique et intellectuelle de continuer, en tout cas, à avoir de l'activité, j'aime pas le mot de travail. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des gens qui partent à la retraite, elle est déjà 64 ans et quelques. Ce qu'il faut, dans le projet de retraite qui sera en discussion, bien évidemment, tenir compte non seulement des carrières longues, des métiers pénibles, etc. Il ne faut pas mettre tout le monde à un âge de 64 ou 65, même si on observe dans le reste de l'Europe des départs plutôt à 66 et quelques. Si on tient un autre modèle de retraite par répartition, et je crois que les Français y tiennent, eh bien, il va falloir quand même, on sait très bien que c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent les pensions d'aujourd'hui. Et ceux qui travaillent, tant mieux, s'il y a moins de chômage, ça veut dire qu'on va avoir des recettes au travers des cotisations pour payer toujours ces pensions. Tant mieux. Mais c'est peut-être pas suffisant. Donc il va falloir travailler davantage pour créer de la richesse. Et je fais la transition avec l'ISF. Aujourd'hui, nous sommes le pays qui attirons le plus d'investisseurs au niveau européen. Ça veut dire que, compte tenu de la baisse de la fiscalité qu'on a votée dès le début, en dehors de l'ISF, c'est 3,5 milliards, c'est rien. On a baissé le coût, finalement, qui pesait sur les entreprises, et notamment en matière de taxes sur production. On est devenu compétitif par rapport aux autres pays européens, et aujourd'hui, plutôt que de s'installer à Londres ou en Allemagne ou ailleurs, eh ben, les investisseurs viennent en France. Ils créent de l'emploi en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés à recruter. Moi, le premier dans mon cabinet, j'ai du mal à recruter. Et qu'on voit cette baisse de chômage. Donc cette richesse que je vous ai dit tout à l'heure, il faut la créer, bien évidemment, il ne faut pas faire fuir nos entreprises et ceux qui gagnent de l'argent, quand bien même ils seraient très riches. Il faut les conserver, il faut au contraire les attirer chez nous. Donc vous n'êtes pas pour l'instauration de l'ISF? Certainement pas. Moi je vous ai dit que tout à l'heure, j'allais plus loin qu'Emmanuel Macron, puisque je voulais qu'on supprime l'impôt sur la fortune immobilière. Parce que aujourd'hui, si vous héritez d'une maison de vos grands-parents et qu'elle soit sur la Corniche à Marseille, elle a pris beaucoup de valeur, ou à Paris, n'en parlons pas, et vous vous retrouvez à payer l'impôt sur la fortune immobilière alors que vous êtes peut-être au SMIC ou un peu plus. C'est une aberration. C'est pas faux. Et aujourd'hui, on l'a transformé. C'est pas faux, ça. Voilà. Ça a été transformé, mais bon, ça, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est pas une bonne chose. Vous voyez, je l'écris, j'ai déposé des amendements dans ce sens. D'accord. Moi, j'ai juste quelques petites questions à vous poser. Déjà, je trouve ça dommage qu'on vous voit pas souvent à la télé pour défendre des idées qui ne sont pas forcément... Non, mais on travaille, mais en tant que député aussi, on doit donner aussi des comptes à sa population. Mohamed, laisse terminer la question, c'est important. Je sais que tu aimes bien parler, mais deux secondes, laisse parler. Alors, moi, la vraie question que je voulais aussi vous poser, comment vous avez... on va dire, votre positionnement sur la question des 5 euros qui ont été supprimés pour les personnes des 5 euros d'APL pour les familles les plus modestes. Parce que on supprime l'ISF, mais on supprime aussi aux plus modestes. Alors que, voilà, aujourd'hui, on voit l'injustice et on voit comment la politique de Macron aujourd'hui nous a amené d'ailleurs. Et en même temps, et pour terminer, et après je vous laisserai la parole, comment vous avez trouvé le bilan de Emmanuel Macron sur les 5 dernières années? Ça m'intéresse. Je réponds d'abord les 5 euros. Il se trouve que je suis expert comptable. C'est-à-dire que j'ai vu, quand ça a été annoncé par Darmanin, je me rappelle, c'était l'été, et dès janvier-février, sur le SMIC, on avait rendu, au travers de la suppression de cotisations salariales, on avait rendu quasiment une vingtaine d'euros. Et d'ailleurs, quand j'avais été interrogé là-dessus, on a perdu 5 euros. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu les 20 euros que vous avez gagnés. Bon, gâteau avalé, comme disent les ch'tis, n'a plus de goût.
Voilà. Donc, il faut regarder ce qu'on a gagné de l'autre côté. Il y a eu une très mauvaise communication là-dessus, et je crois que tout le monde s'en est aperçu, mais on n'a retenu que ça. C'est-à-dire que les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Le zéro à charge pour les lunettes, dentition, les appareils auditifs, tout ça, on n'en parle pas. Personne n'en parle d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, après, sur le bilan, moi, j'estime que les 2 premières années, on a travaillé sur le fond et sur le long terme pour baisser d'abord nos déficits, on les a baissés, puis on a eu ces 3 crises. Je pense qu'au niveau des crises, ça a été piloté, certes, à vue, comme on dit, mais ça a été piloté. On a été au travail tous les jours, et je crois qu'on a travaillé 4 fois plus, en tout cas moi, à la Commission Finances, pour sauver des emplois, pour sauver des vies, pour sauver des entreprises. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde ne peut que dire bravo, en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait, ou au moins par rapport aux autres pays européens qu'on connaît. Donc, la crise n'est pas terminée. Parce que là, vous avez vu que on a l'inflation qui repart, les salaires, ils sont au plus bas, donc il va falloir faire des rattrapages, il va falloir réindustrialiser la France, parce que la crise nous a au moins, fait prendre conscience qu'il y a eu pendant 40 ans une externalisation de la production industrielle française. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été fait récemment, en mars, et notamment au niveau européen. C'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos entreprises qui allaient produire en Chine, en Inde ou ailleurs, quand elles vont réintroduire dans un premier temps le fer ou l'aluminium, elles seront taxées. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont produire et elles vont s'installer à nouveau en France. Donc il va falloir pousser sur le long terme pour qu'on réindustrialise, parce que l'industrie en fait crée de l'emploi, et il ne faut pas que la France devienne simplement un pays de touristes, quoi. Voilà. Dernière question, Mohamed Akila. Pourquoi, et là ça s'adresse aux électeurs de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, pourquoi ce dimanche, hormis le fait que vous êtes face à un candidat RN et la question ne se pose même pas en ce qui nous concerne, mais pourquoi il faut quand même voter avec un peu de conviction, Mohamed Akila? Écoutez, moi j'en appelle effectivement aux électeurs, tout simplement parce que je suis un député reconnu pour le travail que je fais à l'Assemblée. Je suis classé dans les 50 premiers députés qui bossent. Je suis 43 ou 44e. Donc, le travail ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur plus demain pour les 5 ans qui viennent, pour protéger les Français, pour continuer dans ce qui a été fait. Et mon dada, ça va être principalement le partage de la valeur. J'avais déposé ce projet de loi, donc dès que je peux, j'irai le défendre pour qu'il y ait plus de valeur partagée entre les salariés. Il y a de la richesse qui est créée, il faut la partager. Ça, c'est une certitude. Ensuite, il y a un vrai sujet, c'est le climat. Le climat, j'avais présidé à l'époque, quand j'étais président de l'Ordre, le comité RSE, responsabilité sociale des entreprises, et le club développement durable de la profession au niveau national. Donc tout ce travail, j'aimerais le mettre à profit au niveau de la nation pour qu'on puisse avancer sur le climat. Vous avez vu que c'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui, et ça a été placé au niveau de la Première ministre. Et ce travail-là, je continuerai à le faire, y compris sur un aspect technique, comme la comptabilité environnementale, que je poursuivrai très vite. Ensuite, bien évidemment, continuer à faire ce que j'ai fait dans le premier mandat, à savoir rapporteur spécial politique de la ville et cohésion des territoires. Et là, j'avais porté l'amendement à l'époque du doublement de l'ANRU, c'est-à-dire l'Agence nationale de rénovation urbaine, de passer de 5 milliards à 10 milliards et à 12 milliards pour rénover tout le parc immobilier, et notamment dans les QPV, les quartiers priorité de la ville. Mohamed Akila, ça aurait été bien de faire passer le message aux copains de la majorité présidentielle que de parler du bilan, de ce qui a été fait, et d'avoir argument contre argument pour que les Français puissent faire leur choix concrètement sur des vrais sujets qui nous concernent tous. Malheureusement, tu le sais aussi bien que moi, la campagne a été désastreuse, et la campagne, malheureusement, j'ai envie de dire, quand j'ai vu les affiches de campagne de Ensemble avec la photo de Mélenchon avec ce slogan « NUP, nous ne sommes pas dupes », franchement, c'était indigne. Je te le dis, c'est indigne, Mohamed. Voilà. Bon, merci en tout cas, Mohamed, et bonne chance pour dimanche. Merci, à bientôt. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien, messieurs, d'avoir des vrais sujets de fond, de débat. On aurait parlé de vrais sujets. Mais là, il n'y a pas eu dans cette campagne des Français. C'est pour ça que, en même temps, les gens disent ouais, il faut aller voter. Et quand on entend à longueur de journée Mélenchon, c'est un salaud. Le pouvoir d'achat, c'est le communautarisme, c'est lui. Le racisme, c'est lui. Et je ne sais quoi. Le burkini. Mais les gens, ils ont plus envie d'aller voter. Ils ont dit restez entre vous, quoi. C'est bon. Pour éviter les vrais débats.
Les vrais débats. Les vrais débats. Mais tu as raison. Est-ce qu'on a entendu parler de logement, de santé, d'alimentation ? On n'a pas parlé de grand-chose, que ce soit la présidentielle ou les législatives. Très peu de sujets. Quelques sujets médiatiques. À chaque coup, c'est la même histoire. Et tu as raison. C'est pas ça qui va inciter les gens de voter. Alors nous, on est très intéressés. Mais quelqu'un qui regarde ça, il dit, mais attends, c'est leur cuisine, c'est leur tambouille, c'est constamment des attaques. Bon là, Mohamed, il a fait un truc classique, le député. On lui parle, il nous parle de Mélenchon. Mais on parle de Mélenchon. Après, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Et traitons sujet après sujet, regardons, mettons les projets face à face. Jamais ça a été fait. Jamais ça a été fait. C'est ça. Et ça, c'est malheureux. Bon, dans un instant, messieurs, j'ai un petit zapping à vous proposer. Il y a de quoi dire et de quoi commenter là aussi. Pour le coup, restez avec nous sur France Maghreb 2. À suivre aussi le quiz avec Nasser Lajili, avec Ismaël Boudjekada et avec Kader Chiban. Ça va, Ismaël? Tu lui mets quelle note à monsieur le député? Ouais, écoute, sur le programme, je mettrais un 2. Maintenant, sur le côté sabbatique, je mets plutôt un 8. Ah, ça va, c'est bon, c'est rattrapé. Très bien, reste avec nous. Il a la moyenne, c'est comme au bac. Ouais, c'est ça. Ah bah d'ailleurs, oui, voilà, beaucoup de courage à tous ceux qui passent le bac français aujourd'hui sous une chaleur écrasante, là, pour le coup. Ouais, ça nous rappelle des souvenirs. Enfin, moi j'ai eu le bac à sable, mais voilà, c'est chacun son truc. Hein. Allez, reste avec nous dans un instant, le zapping sur France Maghreb. C'est pour ça que je finis animateur radio d'ailleurs. Faut pas croire. Hein. À tout de suite. Le LGF, les amis, merci d'être avec nous. Vous avez vu le monde qu'il y a en terrasse à Paris, Kader? Oui. Avec cette chaleur. Ah bah c'est normal. Là, ouais. C'est la folie. Hein. Il y a du monde partout. Hein. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti pour le zapping avec mon petit jingle. Vraiment que je kiffe. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? C'est pas ça qu'on les reconnaît. Eh ouais, le jingle il est exceptionnel. Franchement. C'est du bon. Ah oui, c'est du Christophe Pro en même temps, que je vous dis. Il y a du level, hein. Ça nous met dans l'ambiance là. Bon, tiens, on a retrouvé Yannick Jadot. Yannick Jadot, il avait disparu lui. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit sur la NUPES? Je suis pas mélenchoniste, ça vous a pas échappé, moi je suis écologiste. Donc nous avons des différences. Mais dans cette campagne législative, quand on voit les urgences à tout point de vue, cette coalition, elle offre un avenir à ce pays qui est bien plus sympathique, bienveillant, solidaire que l'avenir que nous promet M. Macron. Voilà, bon, il sauve les meubles un peu, non? Bon, là, il mérite d'être clair. Tu connais les oppositions qu'il y a eu pendant la présidentielle. Moi, je trouve qu'il est réglo. Il est réglo. Depuis le début, il a dit qu'il était pour la NUPES. Il a fait campagne tranquillement, puisque bon... il a un peu disparu quand même. Mais il était bien obligé. Non, mais il était bien obligé. Après son score. Quand tu gagnes pas une élection, il faut le reconnaître. Il faut savoir se mettre de côté, laisser d'autres négocier. Il n'a pas fait d'obstacle. Et là, je vois ici et là, il soutient des candidats écologistes. Ça me semble réglo, voilà. Je dis ça parce que je le connais bien, il est réglo en la matière. Réglo, Ismaël, Jadot. Tout le monde l'attendait chez Macron. Hein, vous vous rappelez cette histoire? Il a refusé les propositions de Macron. D'ailleurs, quand même. Et oui, tu fais bien de le dire. Faut quand même le dire. Des indiscrétions ici, je peux vous dire que Macron l'a contacté. Ah oui, ça je peux te le dire. Macron l'a contacté. Et pour être plus que ministre d'ailleurs. Tout à fait. Je vous le dis. Voilà. Ismaël, c'est réglo tout ça? Alors moi j'ai pas forcément être très objectif parce que Jadot je ne peux pas me le voir. Pas de souci, mais c'est pas le problème. Pas de souci. Ouais non mais après au-delà de ça, on a l'impression que Yannick Jadot découvre l'eau chaude. À un moment donné, on a l'impression quand on l'écoute que les enjeux qui se présentent face à nous aux législatives ne sont pas les mêmes enjeux, que l'urgence n'est pas identique au moment de l'élection présidentielle. Donc je trouve que c'est se foutre du monde. La réalité, c'est que Jadot s'est ramassé et que de fait, il ne veut pas porter seul cet échec et essaie de sauver les meubles en essayant de préserver un groupe parlementaire. Moi, effectivement,
je ne suis pas contre la nouvelle Union populaire avec des gens de bonne volonté. Par exemple, Sandrine Rousseau, qui, rappelons-le, représente 50%, 49 pour être plus précis, des électeurs qui ont participé à la primaire écologiste, avait toute sa place dans la nouvelle Union populaire. Et donc, pour le coup, Jadot, pour moi, n'a strictement rien à y faire. Et pour moi, son attitude est profondément hypocrite et l'un des responsables de la défaite de la gauche à l'élection présidentielle. Et c'est aussi de sa faute si aujourd'hui on se tape ce climat délétère. Bon, bah voilà, un short bien taillé pour Jadot, là, pour le coup, les amis. Il va pas mort. Oui, Elisabeth Mais, Borne. pardon, je voulais quand même dire. Oui. Après, on peut parler d'hypocrisie. Il aurait pu faire comme Hidalgo, comme Roussel, qui dit pas un mot de soutien à la NUPES. Après, j'entends tes différences, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat aux législatives. Oui. Voilà ce que je voulais dire. On peut être contre, on peut lui accorder tout ce qu'on veut, mais c'est un gars qui peut être réglo et qui peut jouer collectif. Bon, Elisabeth Borne, la première ministre. Il a remboursé sa campagne d'ailleurs ? Comment ? Il a remboursé sa campagne ou pas encore avec son Téléthon des Verts ? Alors, c'est pas il n'est pas tout seul. J'ai contribué, on a pratiquement terminé. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, il reste 1 million, mais avec, je pense que ce qui va. Ouais, un petit million, c'est rien. Non, mais c'est pas ça. Avec le financement, c'est le parti. Non, je m'explique. Avec le financement d'Europe Écologie Les Verts qu'ils vont avoir sur les législatives pendant 5 ans, on les remboursera. Voilà, moi j'ai mis la main à la poche, donc je sais. J'ai mis 2000 € de ma poche, donc je sais, je sais ce que c'est. Mais on comprend mieux du coup pourquoi il a absolument besoin de ce groupe. Non, c'est pas ça. Non, mais là tu te trompes. Il n'est pas dirigeant d'Europe Écologie Les Verts. Non, là vous vous trompez. Hein. C'est pas lui qui a mené les négociations. C'est Bayou. Non, c'est Bayou. C'est Julien Bayou. Ce que je veux dire, il aurait pu. C'est facile. Il aurait pu semer la zizanie. Il n'a pas semé la zizanie. Il a accepté sa défaite et il s'est mis de côté. Tu sèmes rien du tout. Hein. Bah, excuse-moi. Hidalgo, avec des gens. Il a bien foutu le bordel. Merci. Hidalgo, elle a envoyé un certain nombre de gens qui sont proches d'elle pour faire en sorte que l'accord il n'existe pas. Europe Écologie, il n'a pas joué à ça. De l'interne, je vous le dis, de l'interne, il n'a pas joué à ça. Bon, je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne qui a été prise à partie par une femme à propos de Damien Abad. Écoutez. Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas? Bien sûr que ça me dérange. Mais bien sûr. Il est encore là? Attendez, madame. C'est pas moi je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge. Là, pour l'instant, on a des témoignages anonymes dans un journal. Moi, je vois que cet homme est en haut de notre pays. Je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité. Madame, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas effectivement abuser de sa position pour obtenir des faveurs, comme vous dites, des dames. Vous ne mettez pas de côté les personnes qui posent problème. Et ça, les femmes, on ne peut pas vous faire confiance. Je suis désolée. Elisabeth Borne qui a dû faire face... Alors moi, je suis assez partagé sur le principe. Madame Borne qui essaye de répondre tant bien que mal. Elle a raison, je ne suis pas juge. C'est pas une juge, Madame Borne. C'est pas une juge, mais en même temps, c'est un pion. Je suis désolé de le dire, mais c'est un pion. Oui, mais d'accord, mais bon, ce procès, franchement... Non, mais ce procès, mais bien évidemment, je pense qu'elle était... elle a raison, elle peut pas accuser quelqu'un alors qu'il n'a pas été encore jugé. On parle de présomption d'innocence un peu partout. Donc faisons en sorte aussi d'être correct et de dire les choses quand c'est vrai. Et là, Elisabeth Borne, je pense qu'elle a pris une position qui était claire et elle a raison. Bon, voilà, on y arrive les enfants. Allez, dans un instant, le quiz pour terminer cette émission sous un bon 35 degrés à Paris. Et bon courage à toutes celles et ceux qui font face à la chaleur dans le sud notamment. Le pire arrive. Le pire arrive pour demain et samedi les enfants. Samedi, 38. Et pensez surtout à hydrater vos enfants et les personnes âgées, c'est très important. Surtout les anciens. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, le Grand Forum avec Ismaël Boudjekada qui est élu à... Alors attendez, je me rappelle de la ville. Grand Charmont, voilà. Grand Charmont d'ailleurs. Charmont, ONT. Ah, ONT, très bien. Charmant, ça aurait été bien. Charmont, c'est bien aussi. C'est Grand Charmont. Voilà. Quand tu vois le maire actuel, je sais pas si on doit l'appeler. Ouais, ça aurait mal porté son nom. D'accord. Ah, très bien. C'est dans quel département, dis-nous? Dans le Doubs. C'est dans le Doubs. Dans le Doubs, ouais. Le Doubs, c'est le numéro, vas-y, rapide. 25, moi je dis. 25 non. 59, non? Non, 21. 25. Ouais, c'est bien le 25. Voilà, moi j'ai été à l'école, moi les gars. Bon. Voilà. T'as eu ton bac de français? Même pas. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Allez, c'est parti avec mes petites questions. Nasser Lajili, Kader Chiban et Ismaël Boudjekada.
Qu'est-ce qui devient obligatoire? Question histoire. Qu'est-ce qui devient obligatoire en France en 1881? En 1881 C'est l'école, non? Oui, monsieur, c'est Bravo. l'école gratuite L'école et gratuite. neutre, loi Jules de Ferry, Jules Ferry. Ferry. Bonne réponse de Ismaël Boudjekada. Quel ex-ministre fera son retour dans l'émission des grosses têtes à la rentrée? C'est pas Roselyne Chiappa. Bachelot, non Roselyne Bachelot, bonne réponse de Nasser Lajili. Et oui, ça y est, elle est à la retraite, elle a bien tassé la retraite d'ailleurs. Ah bah là, elle a fait. Ouais, Roselyne, là. Elle a 70 ans, non? Je sais pas. 72. Cherchez-moi l'âge de Roselyne Bachelot. Elle a 72 ans, je dirais. 72, bah regarde Je crois que j'ai regardé, je vais regarder. Vas-y, regarde sur Google là. Bah, c'est H Google. Voilà. Quel âge a Roselyne Bachelot? Non mais Bachelot, attendez, ça va te mettre. attendez, c'est sérieux là? Troisième question. Quelle tour est redressée de 40 cm après 11 ans de travaux et Montparnasse non, et de nouveau accessible aux touristes en 2001 Pise. en Italie. Pise. Pise, Bonne ouais. réponse, Ismaël. Bonne réponse. Et au passage, Est-ce que vous l'avez visité d'ailleurs, la tour de Pise? Oui, moi j'ai déjà fait, oui. Ouais. Ouais. Et donc c'est la tour de Pise et t'as... Et t'as Pise. Bah voilà, Bah merci. oui, quand même, bah oui. Merci. À côté de Florence. À côté de Florence. Oui, c'est voilà, ça. au nord de l'Italie. Elle a 75 ans, s'il vous plaît. Hein. Quand même. Quoi? Elle a 75 ans, elle est Non, de Roselyne, 46. faut que Roselyne. t'arrêtes, t'es sympa, mais faut que t'arrêtes là, c'est bon. 75 piges. 76 ans à la fin de l'année. Voilà. 24 décembre. Vous imaginez 46. la retraite à 60 ans avec Mélenchon, Ah il non. n'y a plus personne dans les médias. Aux grosses têtes, c'est mort. Ah, les grosses têtes, c'est mort. Hein, Tout le y monde a a plus les pattes. personne. Tout le monde a les pattes. Attention, léger avantage donc de notre ami Ismaël. L'espace aérien de quel pays a été fermé hier à la suite d'une L'Espagne panne ou informatique? Non. L'Espagne ou l'Italie, non L'Algérie. Non. C'est souvent en Ah, la Algérie. Suisse, c'est la La Suisse. c'est la Suisse. Bonne Pardon. réponse, Kader J'ai Chibal. confondu avec un accord. C'est la Suisse. Merci. Ouais, ça a été fermé pendant quelques heures. Là, Christophe, il est en train de m'insulter. Non, Arrête pas de du parler tout. parle correctement de l'Algérie. Je ne suis pas un défenseur de l'Algérie. Je cherche un journaliste et commentateur de foot qui nous a quittés en 2012. Gilardi Ah, Gilardi, non Non. C'est pas Gilardi Thierry Oh, non, non. Henry, il est. Non, il est- T'as dit quoi, Thierry Ismaël? Roland, non. Non, Roland, ça fait longtemps qu'il est. Ah non, j'ai dit alors là, ça c'est pas mon délire. 2012. Nasser, tu as dit quoi? Nasser? Thierry Roland. Thierry Roland est une bonne Ah, c'est réponse. bien, Ah bon Thierry Bah Roland, oui. 2012. Thierry Roland En qui nous a 2012, quittés. il est Oui, décédé. bah oui. C'était pas avant? Non, c'était pas avant, c'est 2012. tu vois. Par contre, Gilardi, c'était avant. Ouais, C'était d'accord. en 2008, je crois, Ah, Gilardi voilà, de c'est ça. mémoire. Il est plus, ouais, D'accord. c'est plus ancien. Très bien, donc là pour l'instant, on a, je crois, égalité. Oui, égalité parfaite entre Ismaël et Nasser Lajili. Un petit point pour Kader Chiban. Sixième question. Quel ministre fait l'objet d'une nouvelle accusation de tentative Darmanin de viol? Non. Ah non, c'est Abad. 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 Bonne Ah oui, réponse. On en a parlé tout à l'heure. Dame de Kader Chiban. Attention, tout le monde a été à égalité. 2-2-2, ah ouais. 2-2-2. Attention. La 7ème. Donc il me reste deux questions. Je vais en poser qu'une histoire, voilà, pour Oui. partager. Hein, voilà. C'est mieux. Je cherche une chanteuse populaire française, née en Belgique en 1928. Elle nous a- Morane. Annie Cordy, Annie Cordy. Annie Cordy est Ouais, une Morane, la bonne pauvre, elle est vieille. réponse. T'as dit quoi, Ismaël? Annie Cordy. Ouais, je l'ai vieilli d'un coup, la pauvre, j'ai dit Morane. Ah ouais, non, mais Morane, Annie en Cordy, plus, 28. Morane, elle est Ouais. décédée. Annie Cordy, bah elle est décédée, Annie Cordy. Ah bah oui, elle nous a quitté. Alors je te donne la date. Elle nous a quitté le 4 septembre 2020. Il y a pas longtemps, Annie Cordy. ouais, Annie Ah ouais, Cordy, ouais. elle a bien vécu, Annie Cordy. Hein. 28. Bravo, Kader. Alors là, qui l'eût cru, Tu vois, hein? Moi, toujours sur le vraiment fil. Kader. Toujours Sur sur le le fil. fil. J'ai été élu sur le fil. Je gagne sur le fil, toujours sur le fil. Alors, ma dernière question, tiens, juste pour le fun. Oui. Je cherche un monsieur météo à la télévision qui est né en 1950. Ah oui, mais je vois très bien le mec de TF1, mais je cherche. Oui, il était sur TF1. Il est mort. Hein. Il nous a Laurent quittés- quelque chose. Non, le 31 décembre 1999, il nous a quittés. C'est pas Patrick Roy, non? Non, Patrick c'est le Roy, plus il- connu. Non, C'est vraiment ouais, le il plus faisait connu la de la famille en météo. or. Non, il faisait la météo. Le mec, il faisait la Ah, météo. c'est. Comment il s'appelle? Oui, oui. Gélo Pétré ou Oui, je sais pas qui. bravo, C'est ça, Alain ouais, Gélo Pétré, ouais, bravo. Alain Gélo Pétré, ouais. Mais malheureusement, ça compte pas. Et il a pas Ah, regardé. mais c'est pas bien, tu vois. Eh, Désolé. il a pas regardé sur internet parce que l'autre fois j'ai vu un quiz Oui, où il y avait Vas-y, un dénonce. chroniqueur Ah, il qui faut le dire. regardait, il Ah, regardait il faut- son il faut- téléphone. Ah, il faut dénoncer, il faut Ah, le dire. dénonce qui? Pierre-Henri. 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 Bah oui, Tu peux le dire, il n'y a que lui. faut aller voir Darmanin. La prochaine fois c'est Darmanin. Pierre-Henri. Normalement, tu devrais mettre Nadège en tant qu'arbitre. Elle regarde, elle Ah, observe. Nadège, est-ce que tu veux bien être l'arbitre du quiz? Que les règles soient respectées, les Voilà. minimums de règles. Bon, demain, il y aura Tarek Mami, il y aura Farid Temsamani et Noah Manoir, notre ancien flic, qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Et surtout, je pense que les amis, collégialement, on le dit, surtout dimanche, allez
Allez voter, ouais. Votez. Votez, exactement. La NUPS. Non, mais votez Allez, pour qui vous votez voulez. La Votez. NUPS. La gauche. Allez voter La la NUPS. NUPS. Oui, bah votez ce que vous voulez. évidemment. Mélenchon, Ouais. Premier ministre. Oui, c'est possible, franchement, les gars. C'est Moi, possible. franchement, plus on Franchement, avance et plus j'y crois. Mais oui, ça dépend des gens. Franchement, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose. On l'avait sous-estimé au C'est présidentiel, vrai. Pareil. il était à 17%. On l'avait estimé à 17%, il en a fait 22%. Donc je pense que Ouais, mais c'est là, possible. législatif, ça vote beaucoup moins, on l'a vu. hein. Ouais, mais ça va bon, être il peut y tendu. avoir. Mais bon, il faut rester et garder Ismaël, espoir. t'y crois ou pas, Ismaël? C'est oui, pas impossible, Isma, ça dis va oui. être extrêmement tendu, mais je dis aux jeunes qui nous écoutent, allez voter parce que la clé d'élection elle est entre vos mains. Mais oui, C'est vrai. Oui. C'est C'est bon. pas les médias qui votent. Hein. Les médias, ils parlent, c'est pas eux qui votent. Ouais, c'est ça, nous c'est- qui manipulent, votons, ce sont les les gens médias. qui votons. Mais en tout Toi, cas, Et d'ailleurs, il y a un sondage là à l'instant, Vas-y. 59% des jeunes souhaitent une victoire de la NUP Ah, il faut qu'ils s'arrêtent. contre 51% des plus de 65 ans pour ensemble. ah ouais. Dire allez voter. Bah ouais, donc 59% des jeunes, mais ouais, mais c'est bien beau aussi de souhaiter la victoire, mais il faut aller la donner la victoire, faut aller la chercher la Ah, victoire. mais c'est clair. Elle ne vient pas seule la victoire. Merci mon Ismaël, je t'embrasse et à la semaine prochaine. Merci mon Nasser. Merci à Tu feras toi. ta dernière avant les vacances, toi. Ouais, Hein, la semaine j'espère, prochaine. Ouais. j'espère, ouais. Tu te barres en vacances tôt, toi, dis donc. Bah ouais, j'aime bien. Ah ouais J'aime bien avant que Moi, la j'aime. foule arrive. Ah ouais, moi Bah, j'aime il bien fait tout le très chaud, contraire. en plus, Partir donc. après quand les gens commencent à revenir, c'est top ça. Ouais, c'est bien Ah, c'est aussi. génial. C'est bien Hein, aussi. mon Kader, t'as les vacances de prévu? Oui, bah plus tard, au mois d'août. Moi, je vais Voilà. t'accompagner tout le mois de juillet. Je vais essayer. Mois de juillet, on est là On jusqu'à est la là, première oui. semaine d'août, les enfants. On est là sur France Maghreb 2. Donc rendez-vous demain, si vous le voulez bien, avec Nadège, qui j'espère aura retrouvé son téléphone. Hein, parce que Nadège, elle a cassé son téléphone. Voilà, je vous le dis. Mais c'est pas de sa faute. C'est pour ça qu'elle est un peu déprimée. Je la sens déprimée. Ouais, sur son déprimée. téléphone. C'est pas de sa faute, Elle Mesquina. pète un câble. Elle est en manque d'iPhone. Tu sais, c'est les nouvelles générations où Ouais, c'est vrai. ils c'est sont vrai. obligés d'être devant le Snapchat. C'est ça. ou, c'est- ou TikTok. Insta, TikTok. On en a un qui est en ligne avec nous d'ailleurs, qui est souvent sur TikTok. Ah, à faire Ismaël. ses lives. 21 abonnés sur TikTok, hein, ça monte, ça monte. Mais c'est quoi ton TikTok? Tu peux le dire pour que les gens te suivent. Bah oui. Ah, il est compliqué, c'est Iboudjekada. Voilà, Quoi Iboudjekada. Boudjekada. Boudjekada, Ismaël Boudjekada. Voilà. Allez le suivre sur TikTok, les amis. Voilà. Salut à tous, rendez-vous demain. Ciao. Allez, à bientôt.